Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous retrouver ce matin. Il y a quelques jours encore, le président américain, le président sortant Joe Biden autorisait l'Ukraine à utiliser les missiles de longue portée américains pour attaquer la Russie. Le même jour, le président russe Vladimir Poutine signait un décret élargissant les conditions d'utilisation de l'arme nucléaire. Au lendemain de cette annonce, la Suède et la Finlande ont une nouvelle fois décidé d'appeler leurs habitants à se préparer à l'éventualité d'une guerre. Déjà, qu'est-ce que cela veut dire ou alors quelles sont les implications en ce qui concerne cette décision russe? D'ailleurs, Vladimir Poutine a assuré que la Russie avait une réserve de ses missiles prêts à l'emploi et a affirmé que personne d'autre au monde n'avait pour l'instant ce type d'armement, ce nouveau type de missile balistique hypersonique qui a été lancé jeudi sur la ville de Dnipro en Ukraine. Mais l'autre interrogation est, si guerre il y avait, est-ce que l'Europe pourrait justement être en mesure de se défendre face à la Russie? Devrait-elle encore pouvoir compter sur l'aide des États-Unis quand on sait justement que l'article 5 de l'Alliance Atlantique prévoit que en cas d'attaque, une attaque contre un ou plusieurs pays membres de l'OTAN en Europe ou en Amérique du Nord soit considérée comme une attaque contre tous. Alors, une attaque contre justement un seul de ces pays entraînera justement une réaction de ces États contre précisément la Russie et qui est mise en avant. Alors nous allons pousser la réflexion encore plus loin ce matin. Est-ce que l'OTAN peut faire face à la Russie et surtout quelles leçons pour l'Afrique? Voilà, chers téléspectateurs, pour le thème principal de ce matin. On va poursuivre avec, mais avant on va d'abord avoir une thématique d'accueil. Cette fois-ci, c'est un membre républicain du Sénat américain. Il s'agit de Lindsey Graham qui a donc menacé de sanctionner les alliés des États-Unis s'ils venaient à exécuter les mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant. À tout allié, Canada, Royaume-Uni, Allemagne, France, si vous cherchez à aider la CPI, nous vous sanctionnerons, a déclaré donc M. Graham lors d'une interview accordée dans une chaîne de télévision. Tout à l'heure, on va écouter ce petit extrait. C'était vendredi dernier en fin de journée. Il a encore déclaré: si vous aidez la CPI en tant que nation et forcez le mandat d'arrêt contre M. Netanyahou et Gallant, l'ancien ministre de la Défense, je vous sanctionnerai en tant que nation. Voilà pour le sujet d'accueil de ce matin, mesdames et messieurs. Vous l'avez compris, nous parlerons de l'actualité géopolitique internationale ce mardi sur For You Matin. Très heureuse de vous retrouver encore dans le cadre de votre programme de la matinée sur For You Media Africa, For You Matin, qui s'ouvre très rapidement avant de passer la parole, du moins avant d'ouvrir notre sujet d'accueil. Nous allons accueillir d'abord nos invités sur le plateau, le Dr Sango, toujours présent dans le cadre de cette matinale. Bonjour Dr Sango. Bonjour Madame Siké, c'est un plaisir encore d'être là ce matin. Je vais dire bonjour à l'Afrique, bonjour à la technique et bonjour à mon copanéliste. Merci à vous, Dr Sango. À vos côtés, vous partagez ce plateau ce matin avec le Dr Yamtimba. Bonjour, Doc, bienvenue. Bonjour, Madame Siké. Bonjour au Dr Sango. Bonjour à ceux qui nous écoutent ce matin. Alors, voilà le décor planté, le panel présenté, le sujet d'accueil de ce matin. Alors, on va prendre avec le concours de la réalisation. Ce qu'il faut déjà dire, c'est que pour ce sénateur américain, il va falloir choisir entre la Cour pénale internationale et les États-Unis. On prend l'extrait, ensuite on revient sur le plateau.
So to any ally, Canada, Britain, Germany, France, if you try to help the ICC, we're going to sanction you. Well, that means I want every ally, and you saw little Justin in Canada and his position. What should the penalty be? We should crush your economy because we're next. Why can't... Merci pour cet extrait. Est-ce que la réalisation peut remettre l'extrait et enlever peut-être le titre pour que ceux qui sont à la maison, ceux qui ne comprennent pas bien peut-être l'anglais, puissent lire les sous-titres en français? So to any ally, Canada, Britain, Germany, France, if you try to help the ICC, we're going to sanction you. Well, that means I want every ally, and you saw little Justin in Canada and his position. What should the penalty be? We should crush your economy because we're next. Why can't... So to any ally, Canada, Britain, Germany, France, if you try to help the ICC, we're going to sanction you. Well, that means I want every ally, and you saw little Justin in Canada and his position. What should the penalty be? We should crush your economy because we're next. Why can't... À vous, merci à la réalisation pour ce petit extrait. On va très rapidement réagir. Il faut également dire que, voilà, peut-être ce n'est pas la position, cette position américaine, hein, certainement est très connue. On a vu même d'ailleurs à l'époque du président, lorsqu'il était dans le président, même s'il revient, le président Donald Trump, il avait d'ailleurs menacé à l'époque Mme Fatou Bensouda, procureure de la Cour pénale internationale, lorsqu'elle voulait commencer via son bureau un certain nombre d'enquêtes sur les militaires américains. Ces derniers, la procureure et bien sûr ses collaborateurs avaient été interdits de fouler le territoire américain. Leur compte avait été gelé. On ne touche pas aux États-Unis. Eh bien, on voit également cette sortie de ce sénateur américain. Vous allez choisir entre la Cour pénale internationale et les États-Unis. Une démonstration de force. En tout cas, pour ce sénateur américain, il ne faudra pas, du moins, il défend, et bien sûr, c'est les États-Unis tout entiers, il défend en tout cas le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Docteur Sango, que vous inspire cette réaction, alors cette attitude ou posture américaine ce matin? Eh bien, je pense que c'est une posture vraiment condescendante, une posture paternaliste, une posture vraiment de menace qui nous rappelle encore l'époque de l'unipolarité après la fin de la guerre froide et la chute ou la dislocation de l'URSS, oui, où les États-Unis étaient devenus le gendarme du monde et devaient dicter la politique internationale qui devait, n'est-ce pas, régir les relations internationales. Ce discours nous rappelle exactement ce contexte où les États-Unis pouvaient, n'est-ce pas, faire du n'importe quoi sans toutefois être inquiétés ou du moins sans toutefois rencontrer un contre-pouvoir capable aussi de les recadrer comme il vient de se comporter là. Donc moi je pense qu'en réalité, le sénateur américain qui parle au nom des États-Unis d'Amérique semble avoir confondu des époques. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où, même si ces États-Unis-là ont encore une certaine puissance sur le plan international, nous assistons à travers ce que j'appelle souvent la défactation des pôles de centralité sur le plan international à une sorte de construction de rapports de force équivalents qui est aujourd'hui symbolisé par les BRICS et qui entend aussi recadrer à chaque fois les États-Unis pour que les dérapages pareils ne puissent plus prospérer. Il faut rappeler que les États-Unis n'ont jamais été membres de la CPI. Tout à fait. Ce pays n'a jamais ratifié le traité de Rome, de même titre que Israël aujourd'hui qui est poursuivi par cette Cour pénale internationale, oui, n'a jamais ratifié le traité de Rome. Mais nous sommes dans un contexte où un pays, à travers ses soutiens, est en train de massacrer, de génocider un autre pays aux yeux du monde sans que le monde ne doit dire rien.
C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Je pense que le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, ne serait-ce que sur le plan symbolique, reste justifié. Parce qu'on va un peu épiloguer sur la matérialisation même de ce mandat d'arrêt. Oui. Mais sur le plan symbolique, ça reste justifié parce que ça montre au moins que le monde n'est pas d'accord avec ce que Benjamin est en train de faire, avec ce génocide que nous sommes en train de voir du côté d'Israël. La sortie du sénateur américain démontre à suffisance que les intérêts économiques des États-Unis sont au-dessus des vies humaines. C'est de ça qu'il est question. Parce que le soutien des États-Unis à Israël est fondé sur des intérêts économiques. Les puits pétroliers qui sont dans cette sous-région de Gaza, l'or et bien d'autres richesses encore, c'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas d'autres intentions. Donc, moi, je pense que le capitalisme ambiant qui est aujourd'hui prôné par les États-Unis est en train de montrer ses limites. Le monde entier doit se lever pour dire hâte à cette façon de faire. Donc, le sénateur, en réalité, je pense qu'il a confondu des époques. Il est en train de défendre les intérêts des États-Unis, mais il est important que la construction d'un monde multipolaire qui est symbolisé aujourd'hui par les BRICS fasse aussi une sortie pour le recadrer. Il défend les intérêts des États-Unis ou les intérêts d'Israël aussi en même temps? Non, en même temps, c'est les mêmes personnes. C'est les mêmes alliés. Mais est-ce que ça aussi, ce n'est pas, au-delà vraiment de tous ces aspects, de tout ce qui se passe, malheureusement, une leçon, je ne sais pas si tu as dit une leçon de solidarité. Lorsqu'on regarde aujourd'hui, lorsqu'on voit cette sortie du sénateur américain, on a souvent voulu, par exemple, que certains États africains prennent de telles positions ou alors soutiennent fermement leurs voisins, voilà, leur homologue africain, et ainsi de suite, leur peuple, face à certaines situations, effectivement, soit d'agressivité ou alors de tentative de déstabilisation, bref, de tout ce qui secoue aujourd'hui les États africains. Est-ce que là, au-delà de tout, on n'a pas, c'est pas une leçon de solidarité quand même? Est-ce que c'est une question de force? Oui, c'est une question de force et c'est en même temps une leçon de solidarité, d'accord? Parce qu'en réalité, tous les présidents américains qui se sont succédés à la tête des États-Unis ont toujours supporté Israël. Il n'y a aucun président qui est allé à l'encontre de la politique colonialiste d'Israël au Proche-Orient. Donc, c'est une leçon de solidarité dans la mesure où, en Afrique, il y a cette crise de solidarité-là qui n'est pas toujours palpable. On a vu comment l'Afrique du Sud a pris position dernièrement presque de manière isolée au niveau du continent africain. Donc, c'est en même temps une leçon de solidarité et je pense que cette leçon de solidarité-là démontre à suffisance que lorsque vous êtes alliés, lorsque vous avez des intérêts communs, il est important de vous mettre ensemble, de rester soudés, quelle que soit la situation aujourd'hui. Donc, j'étais en train de sortir pour dire que il serait important aujourd'hui que ce sénateur américain soit recadré sur le plan international. Il faudrait que l'Afrique fasse une sortie. Il faudrait que les BRICS fassent une sortie pour dire aux États-Unis que nous ne sommes plus à la période de l'unipolarité. Nous ne sommes plus à la période, n'est-ce pas, de la guerre froide. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte où les États veulent aussi parler sur le plan international. Les États ne veulent plus être menacés. Dans un contexte marqué par la souveraineté des États, il est quand même incongru qu'un sénateur se levasse comme ce dernier vient de faire et menacer les États souverains dans leur entité. Donc, je serai content si dans les jours à venir ou dans les heures qui vont suivre, que des communiqués fleurissent sur le plan international pour recadrer techniquement ce sénateur qui pense que le monde appartient aux États-Unis. Merci à vous, Dr Sango, pour votre regard. Dr Yamtimba, la sortie de ce sénateur américain qui menace effectivement tout pays qui voudrait par hasard, du moins s'hasarder même à
exécuter ce mandat qui a été lancé contre Benjamin Netanyahou et M. Galland, puisque la CPI a annoncé qu'elle avait donc délivré des mandats d'arrêt à l'encontre de Netanyahou pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Alors, pour lui, rien à faire, vous devez simplement choisir. Qu'est-ce que cela vous inspire, Dr Yom Timba? Je vous ai entendu parler de solidarité tout à l'heure. Mais il n'y a pas de solidarité dans la caverne d'Ali Baba. Il s'agit de quoi? Ce n'est pas de la solidarité, c'est de la complicité, de la coaction. Et autant de termes qui sont plutôt des termes juridiques, qui indiquent une association de malfaiteurs, tout simplement. Il faut que le monde apprenne à dire à tous ceux qui s'élèvent contre les valeurs humaines ce qu'on pense d'eux. Là, il s'agit d'une attitude de truand qui marche sur la morale, qui marche sur les valeurs des grandes civilisations. Et on ne peut pas prendre ce genre de choses, pour exemple, pour l'Afrique. L'Afrique devrait d'ailleurs éviter soigneusement ce genre de choses. Que personne n'ait soutenu l'Afrique du Sud dans sa démarche contre Israël. Signifie peut-être que les gens, historiquement, n'ont pas la sensibilité pour le faire. Il faut savoir que le Fatah, l'OLP, a soutenu l'ANC de toutes les façons possibles et c'est par reconnaissance que l'ANC, que l'Afrique du Sud, dirigée justement par l'ANC, soutient le peuple palestinien. Nous devons savoir que l'histoire se construit avec des repères, et ces repères-là expliquent généralement les actions à la fois des peuples et des gouvernements, mais particulièrement des gouvernements. Donc, vous constaterez que les autres pays africains n'ont pas forcément le même lien avec le peuple palestinien. C'est pour ça qu'ils ne se sentent pas forcément concernés par... Peut-être oui, mais c'est pour cette raison qu'ils n'ont pas nécessairement le même engagement dans la défense de la cause palestinienne. Même si on peut leur dire que pour des peuples qui subissent le néocolonialisme, soutenir la cause palestinienne est plutôt une opportunité de contribuer à mettre fin au néocolonialisme dans le monde. Parce qu'il ne faut pas oublier comment l'État d'Israël, les similitudes entre la création, entre le développement de l'État d'Israël et des États-Unis peuvent justifier la sortie tout à fait inappropriée d'un sénateur qui a perdu une occasion de se taire, mais qui joue au faucon. Sauf que les Américains, ce genre de politicien de province a tendance à oublier que pendant qu'ils claquaient des milliers de milliards de dollars en Afghanistan, en Irak et un peu partout, laissant les infrastructures américaines, c'est Trump qui en parlait, pas moi. Donc c'est son président qui va prendre le pouvoir là, qui en parlait, en disant que le niveau de délabrement des infrastructures aux États-Unis laisse à désirer, qui disait que le financement de l'éducation, le financement de la recherche, toutes ces choses-là laissent à désirer. Et c'est pour cette raison que ce sont les entreprises privées qui, aujourd'hui, tiennent la recherche. Parce que ce que les Américains n'ont pas compris, c'est que tout l'argent qu'ils sont allés... Parce qu'on dit en Afghanistan seulement, ils ont dépensé 3 000 milliards de dollars. Pour gagner quoi? Au fond, pour gagner quoi? Pour juste dire qu'ils sont les Américains, qu'ils sont Rambo avec beaucoup de gros muscles. Mais ça, les gens s'en foutent réellement. Les gens qui vivent aux îles Fidji, ça leur apporte quoi? Dans votre village, les gens qui vivent là-bas, qui mangent leur mingondo, ceux qui mangent leur ndolé, ceux qui mangent leur mbongo chobi et ceux qui mangent leur baobab, aucun impact. Rien du tout. Donc vous avez claqué 3 000 milliards de dollars, ça vous a apporté quoi? Et vous avez un politicien de province qui vient raconter qu'on va cracher votre économie, mais votre économie a déjà craché la vôtre, relevez d'abord pour la vôtre. Et pendant que vous le faisiez, les Chinois ont investi 3 000 milliards de dollars dans leur économie. Aujourd'hui, ils ont une avance technologique de près de 20 ans sur vous. Et vous êtes là, vous haussez le ton, vous bombez le torse, vous gonflez les muscles en disant on va cracher votre économie parce que vous demandez à la planète tout entière de faire de l'injustice. Mandela disait une chose, les ennemis de nos ennemis ne sont pas nécessairement nos amis. Et ils ne sont pas davantage les ennemis de nos ennemis, ne sont pas nécessairement nos ennemis à nous. Ce sont les ennemis de nos ennemis.
ou les ennemis de nos amis ne sont pas forcément nos ennemis. Oui. Alors donc, si vous avez des gens qui sont des politiciens de province qui n'ont pas une sérieuse compréhension des enjeux mondiaux, ils peuvent justement créer ce genre de polémique parfaitement inutile qui nous bouffe d'ailleurs du temps pour rien. Est-ce que vous pensez que c'est une sortie, c'est-à-dire qui a été faite comme ça de manière individuelle? Est-ce que ce n'est pas pensé aussi par le pouvoir américain? Cette sortie est une contradiction flagrante avec tout le programme de Trump. Oui. C'est une contradiction flagrante avec tout. C'est pour ça que je vous dis que... Mais en accord avec le programme de M. Biden, même s'il est... Alors, ce qui est bizarre, c'est que le sénateur, il est républicain. C'est bizarre. Alors, donc, il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. C'est pour ça que je vous dis que c'est un politicien de province. C'est-à-dire que vous avez un président qui vient d'être élu sur un programme précis, grâce auquel vous êtes élu, en plus, parce que c'est son programme qui permet que vous soyez élu. Et vous avez des déclarations qui sont totalement opposé à ce que ce président la propose. Trump ne peut pas être en train de dire qu'il prône le souverainisme américain, qu'il prône comment on appelle ça, Dr Sango, le protectionnisme aux États-Unis. Et vous venez dire que les Palestiniens ils n'ont pas droit à leur souveraineté. Permettez-moi, est-ce que ça ne va pas en droite ligne quand même aussi avec, tout à l'heure on rappelait l'épisode avec Mme Fatou Bensouda? C'est M. Trump qui est au pouvoir aux États-Unis. Ce qui se passe là, c'est qu'il faut qu'on s'entende bien. Oui. Ce n'était pas le même Trump, ce n'était pas le même programme que le Trump qui était au pouvoir à l'époque. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'effectivement, nous devons aller chercher, non pas le fait que, que ce soit ce politicien qui dise quelque chose, mais comme je vous le disais tout à l'heure, comment s'est constitué Israël et que représente Israël en fait pour les États-Unis. Les gens doivent savoir qu'il n'y a pas une justification particulière qui explique ce soutien inconditionnel des États-Unis à Israël, autre que le fait qu'Israël est, si vous voulez, c'est le bras avancé des États-Unis au Moyen-Orient. Oui. Israël a été créé par les Américains pour s'assurer d'avoir une présence au Moyen-Orient, tout près du pétrole qu'ils exploitaient en Arabie Saoudite et qu'ils lorgnaient en Irak et en Iran. C'est pour ça qu'ils ont créé Israël là-bas. Aujourd'hui, malheureusement, comme les habitudes ont la peau dure, les États-Unis se sont développés en massacrant toutes les populations qui occupaient l'Amérique à l'époque. Le royaume de Californie qui était dirigé par une femme, par une reine noire, mais tous ces gens-là, aujourd'hui, on ne sait même pas qui dirigeait ce royaume. Non seulement on massacre tous les peuples qui étaient là, les Cheyennes, les Cherokees et tous ces gens-là ont été massacrés pour installer les Américains. Et c'est ce qu'Israël fait. C'est-à-dire on va créer le grand Israël, du coup on va massacrer tous ceux qui sont là, on va occuper l'espace, et quelques décennies, quelques siècles après, personne ne se souviendra même plus de ces peuples-là. Quand on vous montre l'évolution d'une ville comme New York aujourd'hui, les gens vous montrent l'évolution de New York comme si c'était la forêt. Il n'y avait rien. Pourtant, il y avait des gens qui étaient là. Donc, c'est cette similitude-là qu'il faut voir et comprendre qu'en même temps, la CPI est une institution raciste. Parce qu'il faut que les Africains n'oublient pas les éléments fondamentaux. Lorsque vous avez cette histoire, ce sénateur ne s'exprime pas parce que il a trop de soutien de M. Netanyahou. Il se soulève parce que si vous commencez à arrêter les Blancs et à les mettre en prison, vous changez quelque chose de profond aux États-Unis. La police aux États-Unis n'a pas été créée pour mettre de l'ordre auprès des Blancs. Ça a été créé pour arrêter tous les Noirs qui donnent l'impression qu'ils sont libres, qui croient dans leur esprit qu'ils sont libres. Et donc la CPI qui peut se permettre d'aller arrêter des Blancs pour dire que tout le monde est égal, et tous les hommes sont égaux. Ah non, un blanc du fin fond de l'arrière-pays des États-Unis, vous n'êtes même pas sûr qu'il est déjà sorti des États-Unis un jour, n'est pas content. Il ne va pas être content, il va il va estimer que vous êtes en train de créer là quelque chose qui est terrible. C'est que vous mettez les Blancs au niveau de tout le monde. Comment vous pouvez mettre les Blancs au niveau des Palestiniens? Au point de les arrêter parce qu'ils ont tué des gens qu'ils considèrent comme des animaux. Je crois qu'il faut que nous fassions très attention parce que nous vivons dans un monde où les Blancs continuent de croire qu'ils sont, je ne sais pas moi, comme ils le disaient dans les années
dans les siècles de la traite négrière et dans les siècles de la colonisation, qu'ils sont la race supérieure. Moi, je ne sais pas quelle est cette race supérieure que les Chinois dépassent sur le plan technologique. Moi, je ne sais pas quelle est cette race supérieure qui doit venir en Afrique où les Africains les regardent et ne comprennent pas de quoi ils parlent parce que les Africains sont extrêmement avancés sur plein de domaines. Personne ne comprend cette race supérieure qui est obligée de rester chez vous et de vous supplier pour que vous puissiez leur donner un peu de ressources pour ce qu'ils vivent. Ils ont un problème. Donc je crois que ce qui se passe avec notre cher sénateur, c'est qu'il ne faut pas mettre Trump dans une contradiction qui n'a aucun sens. Et dimanche, nous en parlions encore sur votre plateau en disant le Trumpisme a intérêt à se donner les outils de la crédibilité et les outils de la cohérence. Et la cohérence, vous ne pouvez pas défendre la souveraineté aux États-Unis et la dénier à d'autres peuples. Si vous faites ça, vous n'êtes pas cohérent. Et ce qui se passe, on le verra peut-être avec votre sujet, c'est que vous êtes en train d'envoyer le reste de ce que vous croyez à qui que vous menacez, on va cracher votre économie. Mais je me souviens d'un type qui disait ça il y a quelques années, on va cracher l'économie de la Russie, ça prendra 2 semaines. Celui-là, son pays est à genoux devant la Russie aujourd'hui. Il ne faut pas que les Américains fassent... L'histoire est là. Et ça, c'est des gens qui ont vraiment le sentiment, avec cette espèce de messianisme et de teinté de toutes ces religions américaines, ils ont révélé le christianisme bizarre là, qu'ils ont développé là-bas, l'idée qu'ils sont les envoyés de Dieu. Et vous voyez donc le lien avec Israël, qui croit qu'il est le peuple élu, et les autres qui croient qu'eux, ils sont les envoyés de Dieu. Il faut que les gens arrêtent de faire de la politique avec de telles bases, sur de telles bases. Et en faisant la politique sur ces bases-là, vous oubliez purement et simplement que le monde ne se constitue pas comme ça. Et je finirai par une phrase, parce que ce n'est pas la peine de tirer davantage sur ce truc. Le monde entier doit rappeler aux Européens que les bases de leur réflexion politique sont fausses. Les bases de leur réflexion politique sont aristotéliciennes. Et elles disent, à l'époque, elles font de la Grèce, de la Grèce antique, le repère, le référentiel à partir duquel ils font la politique, c'est-à-dire que vous aviez 40 000 hommes libres en Grèce à l'époque, du temps d'Aristote à peu près, et vous aviez 500 000 esclaves. Donc ces gens-là considèrent que les Blancs, ils représentent 6% de la population, enfin peut-être à peu près 10% de la population mondiale, 20% de la population mondiale, et ils considèrent que les autres sont à leur service. Et les États-Unis, c'est 360 millions d'habitants à peu près, ça n'atteint même pas 5%, même pas, le monde a 8 milliards d'habitants. Ça veut dire que les États-Unis, ce n'est même pas 5% de la population mondiale. Et les Américains estiment qu'ils ont le droit, alors qu'ils sont à peu près 2-3% de la population mondiale, qu'ils ont le droit de craser tout le monde et que le reste du monde, c'est leurs esclaves. Je crois qu'il y a quelque chose qui doit cesser. Et je ne pense même pas, Dr Sango, que ce soit les BRICS qui doivent se mêler de ce truc. Je crois que c'est les Européens, par dignité, simplement par dignité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous parler comme ça. Quelqu'un ne peut pas vous parler comme ça. C'est un type qui a un PIB de 23 000 milliards de dollars, vient vous raconter à vous qui avez 18 000 milliards de dollars de PIB qu'il va écraser votre économie. Il faudrait que vous fassiez attention. Mais le problème de l'Europe, c'est que l'Europe est faible. Les dirigeants européens d'aujourd'hui ne sont pas les dirigeants européens d'une certaine qualité. Ils sont tous des dirigeants faibles. La plupart n'ont même pas d'enfants. Donc, ils n'ont pas d'ancrage dans la vie réelle. Et la conséquence, c'est que les Européens, les Américains qui le savent, ils savent qu'ils peuvent les menacer et ils vont trembler. Mais vous n'avez qu'à voir comment ils les ont menacés pour le fait de l'opération militaire en Russie. Ils se sont mis à trembler et regardez comment ils détruisent eux-mêmes leur propre économie. Je crois qu'il faut qu'ils arrêtent ça et que les politiciens de province écoutent d'abord, qu'ils écoutent et qu'ils apprennent. Merci à vous, Dr Yam Timba, sans transition pour aborder l'autre thématique du monde. D'ailleurs, la centrale de ce matin, on revient sur cette... D'aucuns parlent d'une nouvelle escalade, en tout cas, dans le conflit du côté de l'Ukraine ou encore l'opération spéciale russe en Ukraine, avec le lancement dans la ville de Dnipro de missiles balistiques russes
selon les informations, qui a été conçu pour emporter des têtes nucléaires. Donc Vladimir Poutine, le président russe, a fait une sortie là-dessus. Tout à l'heure, on va prendre l'extrait, on va revenir sur cette sortie du président russe Vladimir Poutine. Mais il faut rappeler la question centrale autour, justement, puisqu'on parle d'utilisation entre autres d'armes nucléaires. Est-ce que l'Europe, peut-être on ira plus loin, l'OTAN de manière peut-être plus générale, peut-elle faire face ou alors se défendre face à la Russie? C'est la grande interrogation au regard de tous ces événements aujourd'hui. On va réécouter cet extrait du président Vladimir Poutine. Ensuite, on revient. Je tiens à informer le personnel des forces armées russes, les citoyens de notre pays, nos amis partout dans le monde, ainsi que ceux qui continuent à se bercer d'illusions sur la possibilité d'infliger une défaite stratégique à la Russie, des événements qui ont lieu actuellement dans la zone de l'opération militaire spéciale, notamment à la suite de l'utilisation d'armes à longue portée de fabrication occidentale contre notre territoire. Toujours dans l'optique de la politique d'escalade du conflit en Ukraine provoquée par l'Occident, les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN ont déclaré avoir donné une autorisation à utiliser leur système d'armes de haute précision à longue portée contre le territoire de la Fédération de Russie. Les experts savent bien, et la partie russe l'a souligné à plusieurs reprises, qu'il est impossible d'utiliser de telles armes sans implication directe de spécialistes militaires des pays fabriquant ces armes. Le 19 novembre, à l'aide de 6 missiles opérationnels tactiques ATACMS de fabrication américaine, et le 21 novembre, au cours d'une attaque de missiles à l'aide de systèmes Storm Shadow de fabrication britannique et de systèmes HIMARS de fabrication américaine, des frappes ont été portées sur des sites militaires sur le territoire de la Fédération de Russie, dans les régions de Briansk et de Koursk. À partir de ce moment, comme nous l'avons souligné à plusieurs reprises, le conflit régional en Ukraine, précédemment provoqué par l'Occident, a pris une dimension mondiale. Nos systèmes de défense antiaérienne ont repoussé ces attaques. Par conséquent, les objectifs définis de toute évidence par l'ennemi n'ont pas été atteints. L'incendie survenu dans un dépôt de munitions dans la région de Briansk en raison de la chute de fragments d'un missile ATACMS a été éteint. Cette attaque n'a pas fait de victimes ni de dégâts majeurs. Dans la région de Koursk, une attaque a été menée contre l'un des centres de commandement de notre groupement de forces Nord. À la suite de cette attaque et des tentatives de notre défense antiaérienne de la repousser, il y a eu malheureusement des victimes, des morts et des blessés, parmi les unités chargées de la sécurité extérieure du site et le personnel de maintenance. Il n'y a pas eu de pertes parmi le personnel de commandement présent au centre, qui continue à diriger normalement les efforts de nos troupes visant à éliminer et à repousser de la région de Koursk les unités ennemies. Une fois de plus, je tiens à souligner que l'utilisation de ces armes par l'ennemi ne peut en aucun cas altérer le déroulement des combats dans la zone de l'opération militaire spéciale. Nos troupes avancent sur toute la ligne de front. Tous les objectifs que nous nous sommes fixés seront atteints. En réponse à l'utilisation d'armes à longue portée américaines et britanniques, l'armée russe a mené ce 21 novembre une frappe combinée sur un site du complexe militaro-industriel ukrainien. Sur le champ de bataille, il y a eu également un essai d'un système de pointe russe de missiles à moyenne portée. Dans ce cas concret, il s'agit d'un missile balistique dénucléarisé et hypersonique. Nos ingénieurs l'ont appelé Oreshnik. Les essais ont été concluants. La cible du tir a été atteinte sur le territoire ukrainien, dans la ville de Dniepropetrovsk, un des complexes industriels les plus importants et les plus connus depuis l'époque de l'Union soviétique, qui jusqu'à nos jours produit des missiles et d'autres armements, a été touché. Nous développons des missiles à moyenne et plus courte portée en réponse au projet américain de production et de déploiement de missiles à moyenne et plus courte portée en Europe et dans la région Asie-Pacifique. Nous considérons que les États-Unis ont commis une erreur en se retirant en 2019 de manière unilatérale et sous des prétextes fallacieux du traité sur l'élimination des missiles de portée intermédiaire. Aujourd'hui, les États-Unis non seulement produisent de tels équipements, mais comme nous pouvons le constater, ils ont aussi travaillé sur le déploiement de leur système de missiles prometteurs dans diverses régions du monde, y compris en Europe. De surcroît, dans le cadre d'exercices, ils s'entraînent à leur utilisation. Je rappelle que la Russie s'est volontairement et unilatéralement engagée à ne pas déployer des missiles à moyenne et plus courte portée tant que les armes américaines de ce type n'apparaîtront dans aucune région du monde. Je le répète,
Nous procédons aux essais du système de missiles Oreshnik dans des conditions de combat en réponse aux actions agressives des pays de l'OTAN à l'encontre de la Russie. Nous prendrons une décision sur la poursuite du déploiement des missiles à moyenne et plus courte portée en fonction des actions des États-Unis et de leurs satellites. Nous déterminerons les cibles à atteindre lors de nouveaux essais de nos systèmes de missiles les plus avancés en fonction des menaces pour la sécurité de la Fédération de Russie. Nous estimons avoir le droit d'utiliser nos armes contre les sites militaires des pays qui autorisent l'utilisation de leurs armes contre les nôtres. En cas d'escalade des actions agressives, nous répondrons de façon symétrique avec la même détermination. Les élites au pouvoir des pays qui envisagent d'utiliser leurs forces armées contre la Russie doivent également y réfléchir sérieusement. Bien sûr, en choisissant, en cas de nécessité, des contre-mesures, des cibles à frapper à l'aide de systèmes tels qu'Oreshnik sur le territoire ukrainien, nous demanderons aux civils et aux citoyens des pays amis présents dans la région de quitter les zones dangereuses. Nous le ferons pour des raisons humanitaires, publiquement, ouvertement, sans crainte de réaction de la part de l'ennemi qui reçoit également ces informations. Pourquoi sans crainte? Parce qu'il n'y a aujourd'hui aucun moyen efficace d'intercepter ces armes. Ces missiles attaquent des cibles à une vitesse supersonique de Mach 10, soit environ 2,5 à 3 km par seconde. Les systèmes modernes de défense aérienne existants dans le monde et le système de défense aérienne en Europe que les Américains sont en train de mettre en place ne sont pas capables d'intercepter ce type de missile. C'est impossible. Je tiens à souligner encore une fois que ce n'est pas la Russie, mais les États-Unis qui ont détruit le système international de sécurité, continuant à se battre et à s'accrocher à leur hégémonie et poussant le monde entier vers un conflit global. Nous avons toujours préféré et sommes prêts aujourd'hui à résoudre toutes les questions litigieuses par des moyens pacifiques, mais nous sommes également prêts à toute évolution de la situation. Si certains en doutent, tant pis pour eux. La riposte suivra, toujours. Merci à la réalisation pour cet extrait justement du président russe Vladimir Poutine. Alors on l'a écouté et on se rend compte, en tout cas on voit une forme de détermination du président russe. Il explique un certain nombre de choses en ce qui concerne la décision de la Russie d'utiliser un certain type d'armes. Il donne même d'ailleurs du moins certaines informations à ce propos pour, voilà, peut-être pour ceux-là qui comptent attaquer la Russie, savoir que, voilà, nous allons utiliser telle arme, ces armes, il sera difficile de les arrêter, entre autres, mais je pense que nos invités sont mieux placés pour nous expliquer ce langage aujourd'hui employé ou alors ce qu'on vient d'écouter de la part du président russe Vladimir Poutine. Docteur Sango, de quoi est-ce qu'il est question actuellement? On a l'impression que, peut-être pas une impression, mais le conflit finalement prend effectivement une autre ampleur. Oui, lorsqu'on analyse minutieusement le discours de Vladimir Poutine, il y a toutes les hypothèses à l'intérieur de ce discours quant à ce qui concerne le fonctionnement et l'issue d'une guerre. Quand vous comprenez Vladimir Poutine, il est prêt à la conciliation. Oui. Il est prêt aux résolutions pacifiques, à la résolution pacifique de cette crise russo-ukrainienne. Quand vous comprenez Vladimir Poutine davantage, il est menaçant et il montre que la Russie a encore le contrôle. Lorsque vous comprenez Vladimir Poutine, il vous dit que la guerre russo-ukrainienne est désormais devenue une guerre globale. Quand vous comprenez Vladimir Poutine, il vous dit que les soldats russes sont en train d'avancer sur le terrain sans rencontrer de contrepoids, de difficultés. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être, n'est-ce pas, naïf et continuer encore à penser que le bloc occidental, parce que c'est de ça qu'il s'agit, peut encore faire quelque chose dans cette guerre russo-ukrainienne. Aujourd'hui, on voit la faillite d'un bloc face à un État. Il faut dire
que Vladimir Poutine, la Russie est seule face à un club de pays qui est porté aujourd'hui par l'OTAN et qui est piloté par les États-Unis. Vladimir Poutine est en train de montrer aujourd'hui la faillibilité de l'Europe sur le plan de sécurité globale. On voit aujourd'hui que l'Europe, en réalité, est une Europe fragile. Cette Europe qui est présente dans toutes les zones d'influence aujourd'hui dans le monde pour faire la guerre. On voit que cette Europe est incapable de se protéger par elle-même. Oui. Et cette analyse, ce discours de Vladimir Poutine intervient dans un contexte atypique où il y a eu alternance, il vient d'avoir alternance à la tête des États-Unis et où le nouveau président n'entend pas s'inscrire dans la dynamique de son prédécesseur. C'est-à-dire, Trump aujourd'hui a été clair dans son discours de campagne, dans son programme qu'il a présenté aux États-Unis et qui a été majoritairement acheté par des électeurs. Il a dit qu'il n'est pas prêt à continuer à financer ou à aider les alliés, n'est-ce pas, de l'Ukraine. C'est-à-dire à mettre à la disposition de l'OTAN des financements, du matériel militaire, etc., etc. Et il avait dit dans son discours que s'il est président, en un jour, cette guerre russo-ukrainienne pourra s'arrêter. Oui. Donc, l'Europe aujourd'hui est en difficulté, est dans une sorte de phobie. L'Europe aujourd'hui est dans une sorte de cul-de-sac où elle a peur d'être envahie par Vladimir Poutine ou d'être écrasée par Vladimir Poutine. L'Europe aujourd'hui est dans une situation où elle est en train de voir le feu qu'elle a allumé se retourner vers elle sans toutefois avoir une protection. Parce que le parapluie sécuritaire de l'Europe, c'est quoi? C'est l'OTAN. Et qui est le financeur majoritaire de l'OTAN? Les États-Unis. Si les États-Unis viennent à claquer l'OTAN ou alors à ne plus financer l'OTAN au niveau où ils ont toujours financé, il est clair qu'il y aura des conséquences majeures sur le terrain et dans le déploiement de ce bloc, de ce clan, dans leurs relations à travers le monde. Donc moi je pense que Vladimir Poutine a été clair dans son discours. Il est en train de dire que les objectifs de la Russie, qui a été, n'est-ce pas, un pays attaqué par l'OTAN, seront atteints, quels que soient les moyens qu'ils vont utiliser, les objectifs de la Russie seront atteints. Et moi, je pense que cette guerre russo-ukrainienne est en train de démontrer aujourd'hui beaucoup de choses sur le plan international aujourd'hui. La première chose qu'on peut noter aujourd'hui, c'est que la superpuissance américaine, comme venait de le démontrer par exemple ce sénateur de province comme Dr. l'a si bien qualifié, en réalité est une, comment dirais-je, est une impuissance. Il y a un auteur, un analyste qui a parlé de l'impuissance de la superpuissance américaine. Oui. Je pense que nous sommes en train de voir ça aujourd'hui à travers cette guerre russo-ukrainienne. L'impuissance américaine, on parlerait même de l'impuissance du bloc occidental dans son ensemble. La deuxième chose, c'est quoi? C'est que cette guerre russo-ukrainienne est en train de nous montrer que la Russie aujourd'hui est une puissance nucléaire, est une puissance militaire, incontournable, avérée, qui est capable de tenir face à tout un continent, capable de tenir face à tout un ensemble d'États. Cette guerre est en train de nous montrer davantage que Vladimir Poutine, du moins la Russie aujourd'hui, peut jouer un rôle important dans le rééquilibrage des rapports internationaux. Parce que si l'OTAN est mis en difficulté, parce que ce qui déséquilibre aujourd'hui le monde, c'est l'OTAN. Instrument militaire qui n'a pas raison d'être aujourd'hui, il faut le dire. Si on veut par exemple faire le recours historique. Oui. Parce que l'OTAN est un instrument militaire qui avait été mis sur pied lors de la guerre froide. Et à côté de l'OTAN, qui était l'instrument du bloc occidental,
on avait le pacte de Varsovie qui était l'instrument du bloc de l'URSS. Pour des raisons donc de pacification du monde, parce que la guerre froide s'est estompée, parce que l'URSS a été disloquée, on a donc aussi disloqué le pacte de Varsovie pour des raisons de paix. Mais qu'est-ce qui explique la survivance de l'OTAN jusqu'aujourd'hui? Donc c'est autant de violations de traités sur le plan international qui soulèvent l'ire de Vladimir Poutine, qui est aujourd'hui symboliquement l'héritier de l'ex-URSS. Oui. Il faut rappeler que ce qui se passe aujourd'hui en Russie, dans cette guerre russo-ukrainienne, c'est la violation de ces traités qui ont été signés lors de la dislocation de l'ex-URSS. Il a été dit que ces ex-États qui formèrent l'ex-URSS, à défaut de rester souverains autonomes, ne devaient pas se rapprocher idéologiquement du bloc occidental. Les traités ont été signés, les traités ont été clairs là-dessus. Mais qu'est-ce que nous vivons là aujourd'hui? Nous vivons le rapprochement de l'Ukraine, n'est-ce pas, vis-à-vis du bloc occidental. Le bloc occidental est en train d'instrumentaliser un des États de l'ex-URSS pour mettre en insécurité la Russie. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Il faut rappeler que le chemin que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans cette guerre russo-ukrainienne a été vécu lors de la guerre froide. Plus précisément, en 1962, avec ce qu'on a appelé la crise des missiles. D'accord? L'ex-URSS avait procédé au déploiement des bases militaires au Cuba. Et vous savez qu'à l'époque, le Cuba et l'ex-URSS étaient idéologiquement soudés. Le bloc occidental, à travers les États-Unis, avait dénoncé cette façon de faire parce que pour eux, les bases militaires de l'URSS en Cuba, c'est la déstabilisation des États-Unis. Ils avaient donc demandé à ce que l'ex-URSS retire leurs forces de Cuba, chose qui avait été faite. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre le même schéma avec les bases militaires occidentales qui sont déployées en Ukraine. Et c'est ce que Vladimir Poutine dénonce depuis l'irruption de cette guerre russo-ukrainienne. Il est en train de vous dire que l'Ukraine ne doit pas abriter les bases militaires occidentales parce que le faire, c'est mettre la Russie en insécurité. La Russie est en train de vous dire d'enlever ses bases militaires, de les retirer. Mais on voit comment le bloc occidental insiste jusqu'à déclencher la guerre à Vladimir Poutine. Donc moi je pense qu'en réalité, sur le plan historico-politique comme sur le plan même moral, nous voyons que Vladimir Poutine, la Russie, est dans une situation défenderesse. Elle est en train de se défendre. Oui. Elle a été attaquée et elle a raison de se défendre. Et face à cette défense, nous voyons qu'elle a les moyens. Nous voyons qu'aujourd'hui, la Russie a même, je peux même dire, la bénédiction de l'histoire. Contrairement à l'époque de l'ex-URSS, je ne sais même pas comment l'ex-URSS a fait pour éclater à l'époque. Aujourd'hui, on voit que la Russie, seul État qui symbolise aujourd'hui cette ex-URSS, est en train de tenir à cette puissance, à ce club de puissances qui ont dominé le monde et qui ont pensé que le monde les appartenait. Donc, le discours de Vladimir Poutine, c'est une démonstration de rapport de force qui montre aux yeux du monde entier que la Russie n'a pas besoin des alliés pour se défendre. Depuis que cette guerre russo-ukrainienne a commencé, quel pays a aidé officiellement la Russie? Bon, récemment, il y a la Corée du Nord qui a un peu essayé de déployer quelques militaires du côté, n'est-ce pas, de la Russie, quitte à aider la Russie dans cette situation. Mais nous savons qu'en réalité, la Russie n'en avait pas besoin. Nous savons que la Russie n'a pas besoin de ce genre de choses pour se défendre. Donc, en réalité, je pense que nous sommes aujourd'hui face à l'histoire. L'Europe, aujourd'hui, est en quelque sorte victime de ses propres turpitudes. Elle a peur, elle tremble. Elle tremble davantage dans la mesure où Donald Trump a décidé, n'est-ce pas, de remettre les choses à l'ordre. Donald Trump, en réalité, on peut l'aimer ou pas. C'est quelqu'un qui n'est pas pour des crises dans le monde. C'est quelqu'un qui n'est pas un interventionniste. C'est quelqu'un qui n'est pas un va-t-en-guerre, il faut le dire.
Bref, comparé à ses prédécesseurs ou à Joe Biden, on voit que Donald Trump, c'est quand même quelqu'un qui a une idéologie et bien claire. On peut aimer cette idéologie ou pas, mais une idéologie qui vise d'abord à satisfaire les intérêts des États-Unis sur le plan interne. Donc, en réalité, il faut dire que le bloc occidental aujourd'hui est dans une situation défavorable, inconfortable, est dans une situation où elle est en train de se voir envahir, elle est en train de se voir malmenée par la Russie qui, en réalité, dans leur tête, était déjà pensé comme étant un bouclier qu'on devait anéantir d'un coup. Donc, l'Ukraine, qui est aujourd'hui le joker, je vais même dire, l'idéal type, l'instrument qui a été instrumentalisé, si vous pouvez permettre la tautologie, par ce bloc occidental, elle-même est aujourd'hui en train de voir la réalité des choses. Donc, Vladimir Poutine a fait une démonstration de force. Il a rappelé, ou il vient de rappeler, que cette guerre se fera, n'est-ce pas, par des moyens que la Russie aura voulu. Il a toujours dit que cette guerre sera gagnée par la Russie, quelle que soit la forme, quelle que soit la méthode, que ce soit par la guerre ou alors par la résolution, la Russie va gagner cette guerre. Et vous savez que même si on advient, n'est-ce pas, à l'hypothèse de la résolution pacifique, sur la table de la résolution, c'est comme on dit souvent, c'est le gagnant qui impose les règles, bien sûr. Les règles de résolution. Donc, moi, je pense que Vladimir Poutine a tout dit. Il vient de rappeler aux yeux du monde, et nous, on le connaissait déjà depuis que cette guerre avait commencé, qu'il est en train de remplir le pion au bloc occidental qui est aujourd'hui dans une situation d'implosion, voire d'explosion. Démonstration de force du président russe Vladimir Poutine. L'Europe peut-elle se défendre face à la Russie? Et pour vous passer la parole, je partage avec vous, Dr Yamb, justement à cette question, cette réponse d'un analyste qui pense que ce sera effectivement, il va dans le même sens d'ailleurs que le docteur Sango, et met en avant cette autonomie européenne qui, pour lui, n'existe pas, puisque à partir du moment où le matériel de défense détenu par les pays européens est américain, les Européens ont besoin de l'autorisation ou du moins de la non-interdiction des États-Unis pour pouvoir actionner certains dispositifs. Par ailleurs, donc, en cas de conflit majeur dans la région, il est probable que cette dépendance de l'industrie américaine puisse compromettre la livraison de systèmes d'armement commandés par les Européens. Entre autres limites, selon cette analyse, si jamais l'Europe devrait faire face justement pour soutenir l'Ukraine à la Russie. Dr Yamtimba. Alors, remettons les choses un peu au point. Je crois qu'il faut qu'on s'entende bien. Les gens racontent tout et n'importe quoi. Est-ce que c'est l'Europe qui attaque la Russie en Ukraine? Pourquoi les gens portent le problème de l'Europe, mettent ça sur la place alors qu'il ne s'agit pas de l'Europe? Il faut que les gens arrêtent un peu ça. Et c'est je vous ai dit, le problème de l'Europe aujourd'hui, c'est que l'Europe est à la fois dirigée par des gens faibles, mais également, comme le disent de plus en plus même un certain nombre de penseurs européens, l'un des gros problèmes de l'Europe aujourd'hui, c'est que, en termes de qualité d'analyse de la situation géopolitique du monde, l'Europe est totalement dépassée. On a l'impression que les gens parlent de choses qui n'ont rien à voir avec ça. On est sur la question, est-ce que Vladimir Poutine était là pour parler de l'Europe? Est-ce qu'il a parlé de l'Europe? Vladimir Poutine dit une chose simple. J'affirme ma supériorité sur vous, point. Ça n'a rien à voir avec l'Europe. Est-ce qu'il a parlé de l'Europe? J'ai une supériorité. Le fait de dire, je vais informer, quand nous voudrons nos armes, on va informer les populations et puis on va informer les autorités militaires de ces pays. De toutes les façons, il n'y a personne qui peut intercepter nos armes. Ça s'appelle en langage militaire la supériorité affirmée, point. Je sais que je suis supérieur et je vous le dis. C'est comme ça que ça se passera, point. Ça n'a rien à voir avec l'Europe. C'est ce que les Européens soit ne voient pas, soit ne veulent pas dire ou reconnaître. Parce que la Russie, c'est un autre univers, c'est un autre monde.
qui n'a plus rien à voir avec le niveau de l'Europe. Donc, quand Vladimir Poutine parle pas de l'Europe, d'ailleurs, le conflit qu'il y a en Ukraine, ce n'est pas un conflit entre la Russie et l'Europe. C'est un conflit entre la Russie et les États-Unis. Ça n'a rien à voir avec l'Europe. L'Europe, c'est un petit toutou que les Américains manipulent comme ils veulent. Justement, à travers l'Europe. Non. Parce qu'on ne voit pas les États-Unis vraiment en avant-garde. Contrairement comme on voit les États-Unis avec Israël, par exemple. Oui. L'Europe bavarde trop, madame. Ils sont là, vous avez les Macron qui disent, ils se lèvent, leur ministre dit, on va mettre l'économie russe à terre, tout ça là. Est-ce que les Russes, quand ils parlent, est-ce que c'est... Vous avez déjà entendu le président Poutine se référer un jour à un pays européen? La seule fois où il parle ou les rares fois où il parle dans le discours, c'est quand il cite par exemple Storm Shadow pour dire que c'est les Anglais. Mais il ne parle jamais de l'Europe. Parce que ce à quoi la Russie est confrontée, ce à quoi la Russie est opposée, ce n'est pas l'Europe. Ce n'est pas l'Europe qui gère l'OTAN. L'Europe ne gère pas l'OTAN. Ce n'est pas l'Europe qui gère le G7. Pas du tout. Donc, vous avez là une grenouille qui veut se faire aussi grosse qu'un bœuf, alors que la grenouille, on sait qu'elle est toute petite. Et personne ne la voit. En réalité, on sait qu'elle est là, on garde un œil dessus, mais ce n'est pas la grenouille qui nous intéresse. Il y a un petit proverbe de Chine, enfin, ce n'est pas un proverbe, c'est un dicton, qui dit une boutade, qui dit souvent le gibier qui est attaqué dans la forêt dit ceci aux chiens de chasse. Si ce n'était que de toi qu'il s'agissait, je ne pourrais pas courir. Mais c'est ce qui est derrière toi qui me fait courir. Donc la Russie n'est pas là pour dire le petit chiot de chasse là. Ce n'est pas le petit chiot de chasse qui l'intéresse. C'est plutôt ce qui est derrière, le propriétaire du chiot. Donc Poutine ne parle pas de l'Europe parce qu'il sait que l'Europe n'est pas... D'ailleurs, l'Oreshnik est clair. C'est quelque chose qui démontre qu'ils ne peuvent pas se défendre. Donc il n'y a même pas de débat là-dessus. Nous avons un missile dont vous ne vous rendez compte qu'il n'a été tiré que lorsque vous voyez les dégâts. Vous ne savez même pas que ça arrive. C'est quand il y a les dégâts que vous dites « Ah, quelque chose a été tiré ». D'ailleurs, vous avez les débris. Vous passez une journée, vous ne savez même pas de quoi il s'agit. Ils ont eu les débris. Vous avez vu les photos. Ils avaient les débris de ce missile. Ils ne savaient pas de quoi il était question. Ils ont commencé à dire « Ouais, ça doit être un missile balistique, un missile... » Mais enfin, on ne sait pas très... Vous ne savez même pas de quoi il s'agit. C'est-à-dire qu'en fait, vous prenez le macabo de chez moi et vous allez le montrer à un Finlandais, il ne sait pas ce que c'est. C'est exactement ça la situation. Donc, ce n'est pas l'Europe. L'Europe, ce n'est pas ça l'objectif de Poutine. Pas du tout, de toute façon. Quand Poutine parle, il parle aux États-Unis. Et il y a un discours européen qui consiste à dire que oui, Poutine veut se recréer l'empire, il veut refaire l'empire soviétique. Non, oui. Pas du tout. S'il voulait refaire l'empire soviétique, il l'aurait refait depuis. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On avance ce discours pour faire croire que les Russes, c'est des idiots, parce que, comment on l'appelle, Gorbatchev n'avait pas exigé un traité sur qui devait interdire à l'OTAN d'aller de plus en plus vers l'Est, c'est-à-dire vers les frontières russes. Ben, écoutez, vous avez des gens qui peuvent estimer qu'un accord avec une poignée de main, c'est une chose que des gentlemen peuvent respecter. Mais vous ne pouvez pas, malheureusement, et c'est ça la naïveté de Gorbatchev, c'est qu'on ne peut pas respecter la parole de gens qui ont massacré du monde partout sur la planète. Vous avez suivi ce qui se passe là depuis quelque temps en Nouvelle-Zélande au Parlement? Dites-nous. Vous avez une jeune députée de 22 ans qui fait le haka en plein Parlement pour dire que le traité de Waitangi, qui a été signé entre les Anglais et les Maoris, que ce traité, il est caduc. Parce qu'il donnait un certain temps de présence aux Anglais en Nouvelle-Zélande. Et qu'ils ne comprenaient pas très bien que la Nouvelle-Zélande soit devenue aujourd'hui carrément un pays anglais. Et donc cette jeune femme, qui s'appelle Hannah Waipiti, qui a été élue, elle a 22 ans, qui dit non, ce n'est pas acceptable. Les députés européens, les députés blancs qui sont là veulent bavarder, elle lance le haka en plein Parlement. Elle dit non, on n'accepte pas ça. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que les Européens, ils se prennent, je le dis encore, pour une grenouille qui se prend pour un bœuf. Nous comprenons
le fait que les gens veulent avoir le sentiment qu'ils sont la cible de Vladimir Poutine pour se donner de l'importance, qu'ils peuvent aller commencer à dire que oui, nous allons faire ceci, on va faire ça, on va faire ça. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? L'Allemagne est là. Les Américains, Donald Trump a une stratégie économique simple. Je vais taxer tous vos produits et grâce à tous vos produits, je vais baisser les impôts chez moi et je vais investir. Point. L'Allemagne commence à trembler parce qu'ils ont quand même 20% des voitures qu'ils doivent exporter aux États-Unis. S'ils ne les exportent pas, leur industrie automobile va tomber. D'ailleurs, là, ils ont des milliers d'emplois qui risquent de perdre. On doit mettre entre 15 et 20 000 personnes au chômage dans l'industrie automobile. C'est grave en Europe. Poutine sait tout ça et il sait que ça ne m'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est quoi? Vous avez le fait que les Européens pensent qu'il veut devenir une sorte de un nouvel empire russe. Ah, ça ne l'intéresse pas. Il dit, vous ne devez pas vous rapprocher des frontières russes parce que ce rapprochement brise les équilibres géopolitiques qui ont permis une certaine paix en Europe. Pourquoi on voit les frontières, la réalisation, si on peut avoir la carte, s'il vous plaît? C'est très important. Oui. Ça nous permettra de voir ces frontières-là. On voit les frontières de l'Europe qui est en Allemagne dans les années 90, l'Europe de l'Ouest, et puis dans l'OTAN, etc., le bloc occidental, et aujourd'hui, c'est aux portes de la Russie. C'est un problème. Il y a le concept d'espace vital, d'espace de sécurité. Vous voyez tout ça. Bon, là, on aurait pu avoir peut-être une carte de l'Europe tout entière qui nous aiderait. Parce que tant que les gens ne comprennent pas, vous voyez tous ces pays qui sont là, Roumanie, Hongrie, Slovénie, Pologne, Lituanie en haut, tous ces pays faisaient partie de ce qu'on appelait à l'époque le bloc de l'Est. Quand vous regardez là-bas. Aujourd'hui, regardez là où ça se trouve. Ces pays-là, c'est l'OTAN. Tous ces pays, c'est l'OTAN. Donc c'est là, à quelques kilomètres, c'est juste à côté de la Russie. Vous avez l'Ukraine, qu'on veut y mettre, et ce que beaucoup de gens ne savent pas, l'Ukraine, la frontière nord de l'Ukraine n'est même pas à 1000 km, Moscou n'est même pas à 1000 km. Comment vous pouvez accepter une telle présence à votre porte? C'est pas possible pour un pays normal. Ce n'est pas acceptable. Et donc aujourd'hui, pendant qu'ils sont en train tout à l'heure on parlait d'un sénateur américain, pendant qu'ils sont là en train de taper tout le monde sur la planète, ils tapent les gens en Afghanistan, ils tapent les gens en Irak, ils font les guerres partout à la planète tout entière, les Russes investissaient dans les sciences et la technologie. Aujourd'hui, quand on vous parle d'un missile comme l'Oreshnik. Ce n'est même pas, parce qu'il y a quelque chose il y a une chose à laquelle on n'a pas fait attention dans le discours de Poutine. Il a parlé de l'Oreshnik qui était en test. Et il a dit les systèmes les plus avancés pourraient être déclenchés également. Donc, ces gars-là, ils ont un missile qui va à 12 350 km à l'heure et ils ont quelque chose de qui est beaucoup plus rapide que ça. Et il dit ça, on n'a même pas encore mis en place. Mais tout le monde sait aujourd'hui que la Russie et la Chine ont des armes qui vont à 30 000 km à l'heure. 30 000 km à l'heure, c'est la vitesse qu'atteignent les fusées pour se détacher de la gravité terrestre. Parce qu'il faut 28 000 km à l'heure au moins pour se détacher de la gravité terrestre. Donc, vous imaginez des choses qui vont à cette vitesse-là. Il n'y a aucun système qui sait les intercepter. Quand les Russes font ce genre de choses, le président, quand il parlait des traités sur on appelle ça les missiles balistiques à courte portée ou à moyenne portée, mais ce n'est pas avec l'Europe que la Russie a signé ce genre de choses. Donc, Vladimir Poutine ne parle pas de l'Europe. Il a signé ces traités avec les États-Unis. Ce n'est pas avec l'Europe. L'Europe, le problème de fond qu'il a aujourd'hui, j'ai entendu les Français dire oui, mais nous avons la dissuasion nucléaire. Vous allez faire jouer parce qu'ils auraient un sous-marin nucléaire d'attaque, lanceur d'engins nucléaires qui serait toujours actif 24 sur 24 quelque part pour réagir. Vous allez réagir quand les missiles Sarmat auront rasé tout votre pays. Je crois qu'il y a quand même une approche qui est incroyable et qui devrait même amener les peuples européens à démettre tous leurs dirigeants. Vous avez des gens qui, pour parler de votre sécurité, disent que oui, si la Russie déclenche une guerre nucléaire, nous avons toujours un sous-marin d'attaque, lanceur d'engins nucléaires, qui va riposter. Donc, on vous dit que les gens sont capables de vous lancer de lancer une attaque avec un seul missile,
qui est capable de raser tout votre territoire. Donc quand on aura rasé tout votre territoire, c'est là où vous allez réagir avec le sous-marin nucléaire. C'est une façon de voir le monde qui est quand même assez curieuse et qui fait qu'on se pose la question de savoir si les gens comprennent bien le discours de Poutine. Le fond du discours de Poutine, c'est de dire nous avons des outils de destruction qui sont tels que il vaut mieux que nous fassions la paix. C'est ça le fond de son discours. Les gens, ils sont là, ils sont habitués à taper sur la planète tout entière et ils ne comprennent même pas de quoi. C'est-à-dire, vous leur parlez, vous leur montrez la Lune, ils regardent votre doigt. Puisqu'il le dit, en tout cas, qu'il est disposé quand même. C'est de ça qu'il leur parle. Eux, ils ne font que regarder le doigt. Lui, il leur montre la Lune. Et ils regardent le doigt. Mais ce n'est pas de son doigt qu'il est en train de parler, il vous parle de la Lune. Il est en train de vous dire, nos capacités aujourd'hui... Et puis votre fameux sous-marin lancé d'engins nucléaires. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé en Syrie lorsque le porte-avions américain qui était dans les eaux méditerranéennes a été rendu à faune et atone, ainsi que tous les autres navires qui l'accompagnaient, grâce simplement à un petit drone technologique qui était passé là-dessus. Atone et à faune, incapable de recevoir la moindre transmission, incapable d'émettre la moindre transmission. Et ils ont repoussé chemin. Lorsqu'ils ont lancé les missiles Caliber de la mer Noire vers Damas, 1500 km, on s'est rendu compte que ce missile avait été lancé quand il est tombé. Je ne sais pas de quoi les gens parlent. L'Europe est là, ils parlent, ils comprennent ce genre de système, ils ont ce genre d'âme. Non, alors pourquoi vous pensez que c'est de vous qu'on parle? Est-ce que vous avez entendu les Russes s'occuper de vos patrouilles, de vos engins? Les Russes sont tout le temps en train de parler avec les Américains. Est-ce qu'ils parlent avec vous? Pas du tout. Même quand il a fallu parler des sanctions, est-ce que les Russes sont levés pour aller parler avec les Européens? Ils ne parlent pas avec les Européens parce qu'ils savent que les Européens n'ont aucune autonomie de décision en matière de défense. Lorsque vous prenez, il y a eu un incident, je crois hier ou avant-hier en Grande-Bretagne, où un drone, un engin non identifié a survolé 3 bases militaires en Grande-Bretagne et personne ne sait quel est cet engin et personne ne sait ce qu'il cherchait. Le problème, c'est que là, le monde entier découvre que, au fond, peut-être que les Anglais n'ont même pas de base militaire propre. Tout ça, c'est des bases militaires américaines. Donc, quand vous avez un continent comme ça, on sait qu'en Allemagne, pratiquement, de toute manière, tout l'essentiel des bases, c'est les Américains. Ouais. Donc, quand vous avez tout ça, qu'est-ce que vous voulez que les Russes viennent vous dire? Puisque vous n'avez même pas de base militaire vous-même. Pourquoi ils viennent parler avec vous? Puisque toutes vos bases militaires, et là, Dr Sango parlait des armes, il faut l'autorisation des États-Unis pour faire ci. Tout le monde sait que les systèmes attaquent MS. Mais c'est pas possible. Les Américains ne peuvent pas se permettre, du fait simplement des questions de sécurité, d'apprendre comment fonctionnent ces systèmes aux Ukrainiens. Des gens qui sont là, où on dit qu'on donne l'aide, c'est détourné, machin et tout ça, ils ne peuvent pas se permettre d'apprendre aux Ukrainiens comment ça fonctionne. Les Anglais ne peuvent pas se permettre d'apprendre aux Ukrainiens comment fonctionnent les Storm Shadow ou les HIMARS, même américains, ils ne peuvent pas se permettre ça. Ce qui veut dire que ce sont des soldats américains qui sont sur le territoire ukrainien, qui ont actionné tout ça, et c'est des soldats anglais qui l'ont fait. Bon, alors, pendant qu'on est en train de parler de ça, Poutine s'adresse à qui? À des Ukrainiens qui ne savent pas de quoi on parle, qui ne savent pas actionner ces armes-là. Il s'adresse aux États-Unis. On sait que l'Europe ne peut pas se défendre contre la Russie. Vraiment, c'est un fait d'école. 2, on sait que les Européens, la décision viendra de la Maison-Blanche et du Pentagone en matière de défense. Donc aujourd'hui, quand vous posez la question de savoir est-ce que l'Europe peut se défendre, en réalité, vous êtes trop gentil avec l'Europe. Parce que la question est de savoir comment faire pour que est-ce que les États-Unis aujourd'hui peuvent encore assurer la défense de l'Europe? Les États-Unis sont dans une situation économique extrêmement pénible. Les États-Unis exploitent même l'Europe. Parce que vous savez, le prix du gaz a été multiplié par 5, exploitent l'Europe pour tenir. Et manifestement, le monde, c'est-à-dire que les Européens répondent à la Russie comme s'ils ne se rendent pas compte qu'il vient d'avoir un sommet des BRICS et que ce sommet des BRICS
vient de consacrer que les BRICS représentent la moitié de la population mondiale et donc des consommateurs dans le monde. Tout à l'heure, vous parliez de ce sénateur, je vais conclure par là, oui. Et vous parlez de ce sénateur qui dit on va cracher votre économie. Et je disais au docteur Sango, non, ce n'est pas les BRICS qui vont réagir. Les BRICS vont simplement boire du petit lait en disant mais c'est très bien, cracher leurs économies, c'est bon pour nous. Donc en réalité, c'est à l'Europe de se décider. Va-t-elle se laisser écraser ou va-t-elle faire preuve d'un peu de dignité, en se demandant d'ailleurs au fond même, si on veut sauver l'industrie automobile allemande aujourd'hui, si on veut sauver l'industrie des machines-outils de l'Allemagne, vers quoi doit-on se tourner? Mais vers les immenses opportunités et potentialités de l'Afrique. Voilà pourquoi certains disent toujours que l'Afrique est leur avenir, ils sont pas dupes. Et des BRICS, le Brésil est à construire, le Mexique, le Nigeria, tous ces pays africains, la Chine a besoin de tous ces investissements, etc. Vous avez l'Indonésie, tous ces pays sont d'immenses gisements et d'immenses opportunités d'affaires. C'est à l'Europe de savoir si elle veut vivre ou si elle veut se laisser écraser parce que deux éléphants luttent. C'est encore un proverbe de chez nous. Quand deux éléphants luttent, ce sont les herbes qui souffrent. Et face à la Russie, vraiment l'Europe, c'est les herbes. Merci à vous, Dr Yam Timba. Les codes d'accès déjà affichés par appel direct. WhatsApp plus 237 683 20 96 61 ou encore le plus 237 693 58 96 68 ou par Skype For You TV. Nous vous recevons, nous vous accueillons, Monsieur Kofi en Côte d'Ivoire. Bonjour. Ok. Bonjour, Asike. Bonjour. Bonjour, Dr Yam Timba. Bonjour, Dr Sango. Vraiment, je suis d'accord avec Dr Yam Timba et Dr Sango. Parce que l'Europe même n'est plus un continent. L'Europe est devenue une province des États-Unis. Donc, j'ai pitié pour les présidents africains qui pensent que les dirigeants européens sont encore des hommes à les fréquenter. Et ils vont en Europe pour prendre leurs décisions en Europe. Ils sont manipulés par les dirigeants européens. Or, eux-mêmes, là, ils sont une province américaine maintenant. Ils sont colonisés par les États-Unis. Mais je voulais rappeler au président Poutine, le seul pays et que son gouvernement et son président et ses journalistes ont dit que est-ce que la solution de la guerre en Ukraine n'est pas préférable que le président Poutine soit tué, c'est la France. C'est la France sur France 24, sur LCI. Ces journalistes-là, la presse française et la politique française a proposé la solution de la fin de la guerre en Ukraine. Est-ce que ne serait pas mieux de tuer le président Poutine? C'est la France qui a dit ça. Dans mon président Poutine, il faut visiter la France. Il faut visiter la France. Parce que c'est les Français, c'est les Anglais, c'est les États-Unis qui ont fourni ces missiles aujourd'hui qui vont jusqu'à atteindre votre territoire. Donc, quand vous avez fait votre discours pour nous rassurer que tous ces pays qui ont fourni des missiles à l'Ukraine seront visités, nous avons applaudi. Et nous sommes fiers qu'aujourd'hui, après Dieu, c'est toi. Après Dieu, c'est toi le président Poutine. Donc, il faut visiter la France et l'Angleterre. Il faut laisser l'Amérique de côté d'abord. Quand tu vas visiter la France et l'Angleterre, après tu vas demander aux États-Unis et s'ils peuvent continuer, comme ça vous allez faire front. Maintenant, Dr Yam Timba, moi c'est la position de la Chine que je ne comprends pas. Parce que la défense militaire de la Chine, c'est la Russie. La défense militaire de la Chine, c'est la Russie. Quand on va, si la Russie n'était pas forte, si la Russie n'était pas une puissance militaire et qu'aujourd'hui la Russie était tombée, la Chine serait aujourd'hui en feu. Mais la position chinoise, nous ne comprenons pas. Mais le petit pays, le plus petit pays de l'Asie, qui est la Corée du Nord, a pris position pour la Russie.
en soutenant la Russie. Mais la Chine, la position chinoise, moi, je ne vois pas. Le président chinois, là, sa position, là, moi, je ne vois pas. Or, c'est lui, on cherche à détruire. Les États-Unis, parce que comment ils procèdent? Ils voient le pays à côté, parce que, et je vais vous rappeler une chose, Mayela Chike. Quand on a tué Saddam Hussein, ce n'était pas pour l'Iran, hein, et ce n'était pas pour l'Irak. Hein. C'est-à-dire qu'il faut partir en Iran. Mais si on attaquait peut-être que l'Iran, à ce temps-là, direct, l'Israël, comme on l'appelle, Saddam Hussein allait venir peut-être en soutien à l'Iran et il fallait tuer Saddam Hussein d'abord. Quand on a tué Saddam et après on va l'attaquer l'Iran. Voici le plan de l'Occident. Donc la Chine n'a qu'à se dire c'est pour lui que l'Occident fait la guerre à la Russie. La Chine n'a qu'à se dire ça, que c'est pour lui que l'Occident fait la guerre à la Russie. Ils n'ont qu'à nous clarifier les positions. Ils n'ont qu'à nous clarifier les positions. Maintenant, Mayela, ce que je voulais dire aux Libanais, aux pays arabes, c'est pas l'Israël qui les fait la guerre, c'est les États-Unis qui les fait la guerre. En prévenant que voici un qui est sorti, il dit tous les pays qui vont aider, comme on appelle, les Palestiniens, à ne pas appliquer la loi de la CPI, ils seront sanctionnés. Donc, ce n'est pas les Israéliens qui font la guerre aux pays arabes, c'est les États-Unis. Donc, ces pays arabes-là, qui fournissent du pétrole aux Américains, là, qui réfléchissent et coupent tous les marchés avec les États-Unis, et puis les régions seront en paix. Docteur Nyang Timba, soyez salué. Mayela Chike, je voulais rappeler une chose à vos invités du JE passé. Tu sais, nous, on a demandé que les pays du Sahel créent leur monnaie. Et il y a un de vos invités qui dit que la monnaie, docteur Sango était témoin hier, la monnaie n'est pas problème. L'Algérie, la monnaie algérienne était franc CFA, non? La monnaie de l'Algérie, là, c'était le franc CFA. Pourquoi ils ont changé leur monnaie? Si mon pays, la Côte d'Ivoire, avait sa propre monnaie, cacao, le bois, l'or, diamant, pétrole, avec plusieurs matières premières que nous avons aussi en Côte d'Ivoire, mon pays même allait être plus grand que l'Algérie. Donc, je vais revenir sur ça. Il faudrait que les pays du Sahel, là, ces trois pays-là, créent leur monnaie avant janvier. Donc, voilà tout ce que je voulais dire ce matin. Docteur Nyang Timba, soyez salué. Nous saluons votre retour sur notre télévision parce que quand tu arrives et quand tu nous prêches la parole, vraiment, on est tellement content qu'on reste toujours en ligne pour vous écouter. Docteur Sango, soyez salué. Les techniciens, soyez salués. Le standard, soyez salué. Mayela Chike, soyez salué. Que Dieu te garde pour que l'Afrique puisse faire son histoire avec Paul Media, avec vous, Mayela Chike. C'est M. Kofi depuis la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Monsieur Kofi, merci. Merci à vous, Monsieur Kofi, depuis la Côte d'Ivoire. Merci d'avoir appelé et participé ce matin. Le standard, est-ce... D'accord, on prend un autre appelant. Merci. Allô? Oui, bonjour, Madame Manela. Je salue les docteurs qui sont sur le plateau. Le docteur Sango, avec ses carrures que je félicite. Je salue aussi le docteur Yamtimba. Tous soyez salués sur le plateau pour le fait que vous jouez vraiment un rôle très important pour la souveraineté de l'Afrique. Et revenons vraiment sur l'essentiel du sujet d'actualité. Le sujet d'actualité parle aujourd'hui de ce qui se passe à l'international. Et si nous parlons de l'international, tout cela est visé sur l'intérêt africain. Parce que cette guerre qui est en train de mener aujourd'hui, que personne n'oublie que c'est l'intérêt africain qui est visé. Parce qu'aujourd'hui, la guerre en Ukraine, comme je le dis,
c'est la face cachée de l'iceberg. C'est l'OTAN qui est en train de menacer aujourd'hui. Et je félicite vraiment l'intervention de M. Poutine par rapport à ce qu'il a dit. Et il a indexé. On appelle le chat. Et il a indexé les États-Unis. Et je voulais dire, M. Poutine, c'est un message que je vous envoie, qu'il fasse un effort. Parce qu'il y a certains pays européens qui doivent goûter d'abord le gâteau de l'arme nucléaire qui a été testée au niveau de l'Ukraine. Je parle d'abord de l'Allemagne, de la France et de la Grande-Bretagne. Et là, lorsqu'ils vont goûter un peu le gâteau, ils vont dire aux États-Unis ce qu'ils ont ressenti par rapport à ce gâteau qui a été offert par Poutine. C'est ce qu'il faut. Là, lorsque au moins on va essayer ce test, je vous assure que vous allez voir ce qui va se changer. La négociation va se précipiter. Je vous assure que les États-Unis sont faibles aujourd'hui. Tout le monde le sait, économiquement. Aujourd'hui, regardez ce que les États-Unis sont en train de faire au niveau de l'Europe. Ils sont en train de les menacer économiquement. Non, nous disons non, et que Poutine puisse vraiment faire le message qu'il envoie, qu'il essaie de le faire, et on verra. Mais revenons maintenant au niveau du deuxième thème. Le deuxième thème nous parle d'abord de ce qui se passe entre la CPI et la menace qu'aujourd'hui un sénateur américain vient de dire. Je vous assure que ce sénateur qui vient de parler, il parle pour la protection de l'Israël. Parce qu'aujourd'hui, l'Israël est la main cachée des États-Unis. Il n'y a aucun chef d'État américain aujourd'hui qui travaille sans l'accord de l'Israël. Vous voyez? Donc, ce qu'il faut savoir est que aujourd'hui, moi je dis toujours que ce qui est en train de jouer par rapport à la CPI, c'est bon, je voulais dire tout simplement à savoir que c'est un leurre, c'est un jeu. Parce qu'aujourd'hui, la CPI est tenue par qui? Par les États-Unis, même s'ils n'ont pas signé, même s'ils n'ont pas ratifié l'accord. Parce qu'aujourd'hui, le président de la CPI même est tenu par eux. Ce sont les mêmes personnes qui font fonctionner ce monsieur. Mais s'ils sont en train de dire qu'ils sont en train de menacer ce monsieur, je vous assure qu'ils sont en train de menacer la CPI, c'est un leurre. Toute personne ne se trompe. C'est un leurre. Moi, je ne suis pas sûr de cette menace que ce sénateur vient de dire. Vous voyez, tant qu'au moins, nous, nos chefs d'État africains, qu'on ouvre un peu les yeux. Parce qu'aujourd'hui, la population est tellement en avance dans la précipitation. Et nous avons les yeux ouverts. Nous sommes au XXIe siècle. Que personne n'ait peur. Je vous assure. Mettons la peur de côté et la lutte continue. Merci beaucoup. La partie ou la mort, nous vaincrons. C'est M. Abdelaziz depuis le Togo. Patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci à vous, monsieur Abdelaziz, depuis le Togo. Merci infiniment pour cet appel. On poursuit. On rappelle les codes d'accès, effectivement, pour nous retrouver en direct. Le plus 237 683 20 96 61 ou encore le plus 237 693 58 96 68. Monsieur Peter en Écosse, bonjour. Hello? Okay, thank you so much, call center. Bonjour, Madame Siké, et bonjour à vos invités, Dr Sango, Dr Yam. J'ai beaucoup apprécié le thématique du matin parce que c'est vraiment l'actualité du moment. Ce que je veux dire, d'abord pour le premier subject, on vous parlait de ces pays-là. Vous savez, le ICC aujourd'hui se trouve dans une impasse, c'est-à-dire que soit ils appliquent le droit international par rapport au carnage que M. Netanyahu a fait en Palestine, soit ils sont disloqués, c'est-à-dire que l'ICC n'existe plus.
Et c'est l'enjeu majeur qui est là présentement parce que ils n'ont pas d'autre choix que de l'appliquer. Et tout le reste du monde est en train de voir, c'est-à-dire que les pays africains ou asiatiques qui sont encore membres de cette organisation que j'appelle diabolique. Donc, c'est pourquoi le lobby juif, qui est bien implanté aux États-Unis, et je peux dire qui est même dans le wokisme, dans le deep state américain, via ce sénateur qui a parlé comme s'il était le maître du monde, a décidé de qui il doit fouetter ou pas. Excusez-moi, mais c'est très drôle, ça fait beaucoup rire. Et aujourd'hui, ce n'est pas les pays du BRICS qui menacent, ce sont leurs propres amis du G7, c'est-à-dire l'ami et allié éternel des États-Unis qu'on appelle le Canada, la Grande-Bretagne, la France et tous les autres pays qui ont, avec leurs élites, qui ont osé parler de ça, c'est-à-dire que dans ce monde où nous sommes, c'est-à-dire le monde des règles internationales américaines, on n'a pas le droit de critiquer le fils premier-né des États-Unis, qui est Israël. Parce que tout simplement, Israël est, comme on appelle ça, un État micro des États-Unis dans le Moyen-Orient pour contrôler cette zone, la maîtriser et foutre le chaos afin de pouvoir gérer en fait le secteur marchand du Golfe Persique ou du Golfe de Bosphore ou alors, je pourrais dire, la Méditerranée. Okay? C'est pourquoi à chaque fois qu'Israël était en difficulté, la Grande-Bretagne et les États-Unis intervenaient en fournissant des armes. On a vu les 3 guerres, soi-disant les guerres éclairs. Mais ce sont des guerres qui ont été possibles grâce à l'aide américaine, sans laquelle elle ne pouvait non plus battre la Syrie. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une guerre de proxy entre l'Iran et Israël via le Hezbollah, okay? Et le Hamas, qui est aussi une pièce maîtresse d'Israël pour créer le chaos de sorte que on ne puisse pas, sur le plan international, imposer l'indépendance de la Palestine parce qu'il y a un groupe terroriste, selon eux, qui sème le désordre dans la bande de Gaza. Donc, vous voyez un peu tous ces schémas. Et aujourd'hui, tout le monde le sait. Malheureusement, il y a des pays arabes encore qui sont sous la coupole des États-Unis, qui ne peuvent pas lever le ton, mais qui, par intermittence, font ce qu'on appelle aide humanitaire. Je parle des Emirates, je parle des Qatar et tout. C'est tout ce qu'ils savent faire. Mais ils ne peuvent pas lever le ton parce qu'ils ont peur. Donc, vous voyez que nous sommes dans un monde vicieux, un monde de bisous, un monde, je ne sais pas comment je peux les qualifier, mais cette supercherie va s'arrêter très bientôt. Pour la simple raison que ce Netanyahou, soit on le capture, comme on a dit, s'il va en Allemagne, il doit être capturé et livré à la CPI, soit c'est la CPI qui explose. Et tous les pays membres se retirent tout simplement parce qu'on verra du 2 poids, 2 mesures par rapport à certaines élites, certains chefs d'État, qui sont, eux, blanchis, qui ont ce qu'on appelle le parapluie atomique, et d'autres chefs d'État, dixit les chefs d'État des pays, des sous-pays, hein, excusez-moi du terme, mais je préfère le dire, qu'on peut ramasser comme ça, capturer et puis déposer et rester pendant 10 ans. Et selon le bon vouloir, quand ils ont suffisamment obtenu ce qu'ils veulent, on dit, bon, trouver une solution pour le relâcher, un peu comme ils ont fait avec M. Gbagbo, parce que c'était prévu. Hein. Moi, je disais aux Ivoiriens, même à certains panélistes de la première chaîne panafricaine, que vous faites tout ce bruit, je suis d'accord, mais vous devez comprendre que la CPI a un agenda via Paris qui l'a imposé, parce que chaque puissance impose son pion. Le temps du Congolais, prêtez-moi son nom encore, qui était aussi là-bas à la CPI, c'était la Belgique qui s'en chargeait, c'était c'était le pion de la Belgique. On a vu également le Libérien qui a été éjecté là-bas, Charles Taylor, c'était également sous la coupe des États-Unis. Et pour Laurent Gbagbo, c'était la France. Aujourd'hui, la Palestine, Netanyahou, c'est l'homme des États-Unis. Donc, on ne peut pas condamner quelqu'un qui fait la fête des Amériques. Mais ça va se résoudre très bientôt après la victoire de l'opération spéciale de M. Poutine en Ukraine. Et vous ne chutez pas là. Je regardais attentivement tout ce qui s'est passé. Mais je peux tirer mon analyse en m'appuyant sur certains experts américains et même anciens colonels de la CIA, tels que Larry Johnson,
nous avons également Scott Ritter, nous avons également le colonel Douglas McGregor, qui ont tous dit qu'aujourd'hui, nous sommes tous muettes parce que la Russie nous a démontré sa puissance et sa technologie avancée en matière de guerre sur nous. Mais, vous savez, les Européens, les Occidentaux en particulier, ils ont eu des colonies. Et ces colonies sont devenues des puissances émergentes, right? Et ils ont encore des colonies, des néocolonies. Je parle de Néerlande, je parle de France, je parle de, comment on appelle le pays là encore, la Grande-Bretagne, qui ont encore du poids sur des pays africains. Alors, vous imaginez que ceux-là puissent capituler comme ça devant M. Poutine en disant « Non, nous reconnaissons que tes armes sont supérieures aux nôtres. » Non, jamais ils vont le faire. Mais par contre, il y a quelques Occidentaux, je veux dire des experts, qui ont eu le courage de dire sur les chaînes privées que oui, effectivement, M. Poutine a donné un message très fort pour dire que je n'ai pas besoin de bombes atomiques pour pulvériser le ciel ukrainien, laisser des particules de poussière radioactives qui vont empêcher le soleil et prolonger un hiver peut-être de 8 ou 10 mois sur l'Ukraine. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin que le vent de l'Est souffle, puisque le cercle polaire envoie un vent froid du nord jusqu'au sud. Donc, c'est-à-dire que tous les pays européens, du sud de l'Europe, vont prendre un coup. Non, je n'ai pas besoin de ça. Tout ce que je vais faire, c'est de leur démontrer que vous ne pouvez rien faire par rapport à ma frappe. C'est-à-dire, il a donné un direct, un uppercut, comme on dit en boxe. Et il est tellement rapide que vous ne pouvez même pas le parer. Et quand on regarde, selon l'analyste militaire américain, il a dit que ces bombes ont explosé comme une bombe atomique, mais sans pour autant émettre des radiations. Non seulement quand elle tombe, elle aveugle ceux qui sont à peut-être 1 kilomètre de l'explosion, mais en plus, elle provoque des surdité. Le choc est tellement violent que ça émet des dégâts et ils ont pu expertiser. Aujourd'hui, ils n'ont plus le choix. Pourquoi? Parce que si vous entendez le ministre français de la guerre qui dit que nous allons envoyer des scapes pour frapper en profondeur, c'est une façon de cacher, de camoufler en fait ce qu'on appelle un aveu d'impuissance. Et cet aveu d'impuissance, il est caractérisé par tout ce brouhaha qu'ils font, parce que j'ai vu les chaînes allemandes, je regarde beaucoup les chaînes allemandes, je vu également les chaînes britanniques, bien qu'étant en Écosse, j'ai vu également les commentaires de certains journalistes. Bon, heureusement que quelques chaînes ont été un peu très sages pour ne pas faire un peu d'extrapolation. Mais je vous rappelle que BBC Service est exactement comme France 24, France Télévisions. Ils sont dans une campagne de propagande et ils sont en train de dire que les Storm Shadow sont hyper efficaces, nanani et nanana. Ils sont en train de dire que le système de défense peut arrêter ces missiles. Bon, on peut dire ça peut-être à des nonos. Excusez-moi, Madame Siquet, d'utiliser ce terme, hein, parce que c'est très drôle. Mais quand des experts militaires viennent vous dire comme ça sur des chaînes, et avec beaucoup de désarroi, je parle de M. Larry Johnson, qui a dit que nous n'avons pas les ressources pour arrêter ces missiles. Il ne faut pas se mentir. Et autre chose, c'est que le rythme actuel de l'industrie militaire russe est 100 fois supérieur à celui des États-Unis, c'est-à-dire que ce que la Russie produit comme obus ou missiles, les États-Unis, il faut attendre au moins 12 ans. La preuve, hier, Scott Ritter a dit que les javelines qu'ils avaient utilisées au début de la guerre, là, eh bien, il faut 12 ans pour renouveler le stock des javelines, alors que la Russie prend 1 mois pour renouveler ses bazookas qu'ils appellent les roquettes. Vous voyez? Donc, déjà, s'il y a une guerre de confrontation sans nucléaire, la France qui gonfle le torse comme un petit crapaud devant un bœuf, eh bien, je vous assure que un seul jour suffit pour que la population française se lève pour déchoir le président. Ça, je vous promets. Pareil pour la Grande-Bretagne, où il y aura même des scissions, c'est-à-dire que le Royaume-Uni, le Royaume-Uni sera un royaume désuni. Parce que, où je vous parle, en Écosse, ils ne sont pas très partants pour cette guerre. Contrairement au va-t-en-guerre de ce que moi j'appelle les Tudors anglais. Oui. C'est-à-dire, c'est un peu le deep state de l'Angleterre. Les Tudors, c'est eux qui ont cru qu'ils dirigeaient le monde, qui commandaient le monde et qui ont toujours encore cet esprit concurrent, alors qu'ils sont devenus moins que rien, mais qui pensent qu'ils ont toujours du ton. C'est pourquoi M. Poutine est très serein. Et son staff également. Quand Poutine dit quelque chose, il le fait.
Mais ce n'est pas un battant en guerre, il n'est pas sanguinaire. Sinon, il aurait pu faire comme ce qu'il a fait aux Tchétchènes à l'époque, de Dassaev, lorsque le MI6 et la CIA avaient placé ce terroriste pour réclamer l'indépendance de la Tchétchénie. Et M. Poutine a dit que je vais aller jusqu'au petit coin pour les terrasser. Et c'est ce qu'il a fait. Il a détruit Grozny, il a reconstruit. Donc l'Ukraine, je veux dire, la partie russophone de l'Ukraine va être reprise contre vent et marée. Maintenant, celui qui est courageux, eh bien, qu'il vienne et puis on verra la suite. Mais je vous garantis que c'est peine perdue. Je vais m'arrêter ici. Merci. Thank you so much. Bye. Merci pour cette analyse, Monsieur Peter. Merci d'être passé par le Standard ce matin sur For You Matin, For You Media Africa, votre média panafricain. On reviendra bien sûr avec vous, chers téléspectateurs, demain. Vous savez que c'est le mercredi des téléspectateurs, d'ailleurs tous les mercredis sur For You Media Africa. Toutes nos excuses pour ceux qui n'ont pas pu intervenir ce matin. On espère que vous serez au rendez-vous demain matin. Les quelques minutes qui nous restent, nous allons bien sûr passer la parole à nos invités pour sortir également de cette émission. On rappelle que en ce qui concerne justement cette guerre du côté entre haut de l'Ukraine, dans la perspective d'un désengagement américain, bien sûr, avec l'arrivée du président Donald Trump. Alors, dans cette perspective vis-à-vis de Kiev, en raison du retour justement de Donald Trump à la Maison-Blanche, Paris et Londres envisagent, n'excluent pas en tout cas, de prendre la tête d'une coalition en Ukraine. Donc Paris et Londres envisagent envoyer des troupes du côté de l'Ukraine si jamais les États-Unis décident de se désengager en ce qui concerne cette guerre. Du côté de l'Ukraine, Dr Sango, pour sortir en quelques minutes, qu'est-ce qu'on retient ou alors les leçons peut-être à tirer? Oui, et la première leçon, c'est que le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître, comme nous disait un savant philosophe. On voit que les choses sont en train, de se retourner. Je prends sa pensée, je les laisse, je les jette. Donc, en réalité, nous sommes en train de voir qu'il y a un revirement de paradigme où les plus menaçants, les plus puissants, qui se disaient puissants au début, sont en train de faire les pleurs du mollet, comme on parle du côté du Cameroun. La deuxième chose, c'est quoi? C'est que si l'Europe et les États-Unis ont toujours été des alliés, c'est des alliés qui ont toujours fonctionné soit en duel, soit en duo, en fonction des circonstances. On voit bel et bien que ces deux alliés, lorsqu'il s'agit par exemple de leur déploiement en Afrique, ils sont toujours en duo, ils sont en parallèle, ils sont unis, ils sont soudés. Il est difficile que l'autre dénonce l'autre. Mais on voit que lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, des intérêts au niveau économique en Europe et bien dans d'autres secteurs à travers le monde, parfois ils évoluent en duel. Et on voit que en réalité, la guerre russo-ukrainienne est en train de nous orienter vers cette logique où les deux alliés, en réalité, ne sont plus d'accord. Où il y a un qui est en train de vouloir lâcher l'autre, ou du moins vouloir se concentrer maintenant sur ses propres intérêts sur le plan interne. Donc cette façon de faire, en réalité, démontre à suffisance que le monde n'a pas besoin, n'est-ce pas, d'une politique unilatérale, c'est-à-dire d'un gendarme. Le monde n'a pas besoin de ça. Le monde n'a pas besoin de guerre. Le monde n'a pas besoin de conflits. Le monde a tout simplement besoin du respect des intérêts des uns et des autres. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça que Poutine dit chaque fois qu'il s'agit de cette situation. Il dit que son problème, c'est que les États-Unis sont partout. Les États-Unis veulent imposer tout. Les États-Unis vont même jusqu'à changer les ADN civilisationnels des États, des peuples. C'est ce que Vladimir Poutine refuse. Et la Russie. Et je pense qu'il est légitime. Il est légitime d'accompagner Poutine dans le combat qu'il est en train de mener. Parce que le combat qu'il mène, c'est le combat de l'humanité contre l'animosité. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il a la bénédiction de ses ancêtres, des ancêtres de l'Afrique. Aujourd'hui, il démontre à travers le monde que personne n'est invincible. Personne.
même ces États-Unis ne sont pas invincibles. D'ailleurs, il vient de démontrer à travers cette guerre russo-ukrainienne, c'est-à-dire le déploiement militaire, c'est un indicateur qui montre aux États-Unis que faites très attention. Donc, pour sortir, je vais tout simplement dire que l'Afrique doit tirer des leçons, le monde encore bien plus, parce que nous devons apprendre à faire des choix, à mener des combats qui sont importants et à prendre des positions face à des problématiques qui traversent le continent ou qui traversent le monde. Pas en fonction des intérêts idéologiques ou partisans, mais en fonction de l'humanité. Parce que l'humanité a été et c'est l'humanité qui restera toujours. Par contre, nous sommes en train de voir certaines personnes, certains États qui veulent travailler pour déshumaniser le monde. On doit se lever en masse pour nous offusquer contre ça. Merci à vous, Dr Sango, Dr Yamtimba. Un conflit ou alors une guerre qui ne semble pas pouvoir s'arrêter, en tout cas de sitôt. Si on s'en tient à cette autre décision sortie ou probabilité bien sûr énoncée par les autorités françaises, bien sûr aussi de Londres, si jamais les États-Unis se retirent, nous on va prendre la tête d'une coalition pour soutenir l'Ukraine. Effet d'annonce sans plus. Vous savez, le monde tel que nous le voyons, un jour nous parlions de la contre-révolution ici sur votre plateau. Ce sénateur, je conclue de manière générale, ce sénateur est à l'image des forces réactionnaires qui empêchent le monde d'avancer dans la bonne direction. Je comprends qu'ils défendent des intérêts très particuliers et on a bien compris que les intérêts qu'ils défendent, ce sont les intérêts du complexe militaro-industriel américain. Parce que si vous arrêtez le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, vous mettez fin à la guerre. Oui. Et la guerre, ce n'est pas seulement contre le Hamas, c'est contre le Liban. On va raconter que c'est contre le Hezbollah. C'est contre le Liban, c'est contre la Syrie, c'est contre tout le monde pratiquement dans cette zone, contre l'Iran. Mais on sait que tout cela, c'est la guerre de l'Iran contre les États-Unis. Et cette guerre a commencé en 1979. Elle ne s'est jamais achevée. Tout ça, Israël, je vous ai dit, ce n'est que le front avancé des États-Unis. Donc, ce n'est qu'un élément de proxy. Et la vraie guerre, la guerre au fond qui se livre, c'est la guerre entre l'Iran et les États-Unis au Moyen-Orient. Et si vous arrêtez le commandant de l'armée américaine au Moyen-Orient qui est dans Israël, eh bien, vous perturbez un peu les combats, la chaîne de commandement et tout le reste, et les approvisionnements et le fonctionnement du secteur militaire. Et du coup, vous avez donc des sénateurs comme ceux-là. En fait, c'est ces intérêts-là qu'ils défendent. Et comment peut-on s'imaginer un monde dans lequel on va privilégier la production des armes et laisser un pays important comme les États-Unis sans infrastructure viable, sans que les gens ne mangent correctement. Et tout ça, c'est ça qui a produit les monstres contre lesquels, par exemple, Trump s'élève aujourd'hui. Lorsque vous investissez des milliers de milliards de dollars dans les montagnes d'Afghanistan, eh bien, vous abandonnez la production pharmaceutique chez vous. Ça va produire donc des monstres comme les Bill Gates et la Fondation Gates. Ça va produire les monstres, parce que c'est ce que Ted Kennedy dit. Robert Kennedy, ça peut être Ted ou Robert, je ne sais plus. C'est ce que le prochain ministre de la Santé, Kennedy, dit. OK. C'est ça qui a... Vous avez laissé des monstres surgir et aujourd'hui, vous ne savez pas comment les tenir. Et vous avez donc des réactionnaires comme ce monsieur qui arrive et qui dit non, il faut qu'on reste sur nos éléments traditionnels, etc. La conséquence, c'est que cette configuration de la politique qui est de plus en plus dépassée est la même que vous avez dans des pays comme la Grande-Bretagne ou la France, où nous allons prendre la tête d'une coalition qui va se battre contre la Russie. Vous allez vous battre contre la Russie en partant de quoi? Le fond du problème, c'est que l'Europe aujourd'hui, la victoire russe annoncée, pratiquement établie, c'est même pas une victoire, c'était pas une guerre pour les Russes, c'était une opération militaire. Le succès de l'opération militaire russe va forcément, et c'est ça que les Européens de l'Ouest craignent, va ramener les peuples de cette zone-là vers la Russie. Ce d'autant plus que ces gens-là se rendent compte que les peuples qui se sont ralliés
à l'OTAN, mais n'ont pas forcément une situation économique extraordinaire. Alors que la Russie s'est construite, tous les États de l'Alliance, ils ont une alliance qui s'appelle la CE, la Communauté des États indépendants, mais sont devenus des pays riches. Le Turkménistan, le Kazakhstan, l'Azerbaïdjan et tous ces gens-là, la Biélorussie, sont devenus des pays riches. Pendant que tous les pays qui sont liés à l'Union européenne, à l'OTAN, la Roumanie, la Slovénie, l'Estonie, tous. Mais ces pays ne sont pas extrêmement, en dehors des 3 petits pays, la Lituanie, l'Estonie, etc., qui ont pu profiter en réalité, en plus de la proximité avec la Russie. Donc, les autres, ils ne sont pas devenus des pays qui sont extraordinairement viables sur le plan économique aujourd'hui. Et vous savez qu'il y a une élection en Roumanie, c'est un candidat pro-russe qui est, en tête. En tête, oui. Et donc, du coup, c'est ça qu'ils craignent. Ils craignent que la ligne, c'est-à-dire qu'il y ait une reconstitution du pacte de Varsovie, mais sans que les Russes ne fassent quoi que ce soit. Simplement parce que cette opération militaire aura été un succès, qui déclenchera donc, si vous voulez, le retour de ces peuples sous le parapluie, le bouclier russe. Mais ce d'autant plus, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant qui est beaucoup plus grave qu'on ne l'imagine. C'est que ça va redonner du poil de la bête. À l'époque, c'est qu'un pays comme la France, il y avait le Parti communiste français qui était même très puissant. Vous savez que des pays comme l'Italie, il y a même eu une tentative de révolution en 1948, en Italie, qui devait... Parce que lorsque les gens parlent de Gramsci, mais Gramsci c'est un penseur communiste, il est italien. Et il a été mis en prison justement du fait de ces révolutions-là. Vous avez de cette tentative de révolution. Et vous avez quelque chose de fondamental, c'est que vous avez une partie des Allemands aujourd'hui qui se demandent si la réunification de l'Allemagne était vraiment une si bonne chose que ça. Parce que l'Allemagne de l'Est n'a jamais pu rattraper le niveau de développement de l'Allemagne de l'Ouest. Et donc les gens se disent, mais pendant ce temps, on a observé que la Russie, elle, s'est développée au point de dépasser en infrastructure et en qualité, je parle à quelqu'un qui sait de quoi je parle, les infrastructures ou l'organisation de la vie en Europe de l'Est, en Europe de l'Ouest. Et donc, il y a une conflagration possible au niveau, par exemple, au niveau de ce qui est aujourd'hui le cœur même de l'Union européenne, à savoir l'Allemagne. Et vous comprenez pourquoi la France et la Grande-Bretagne ne veulent pas du tout impliquer l'Allemagne là-dedans. Parce qu'ils savent que si vous montez une telle opération avec l'Allemagne, la moitié de la population allemande vous dira « non, on n'est pas d'accord avec ça et ça ne partira pas ». Et tous les Länder de l'Est regardent de plus en plus vers l'Est, c'est-à-dire vers la Russie. Au fond, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est le problème même de la continuité de l'unité européenne. Oui. Est-ce que ce qu'on appelle le Conseil de l'Europe va continuer, va survivre à l'opération militaire spéciale en Russie et au retour de Donald Trump au pouvoir? Bon, lorsque tout cela va arriver, nous parlions aussi dimanche de quelque chose, les révolutions qui vont nécessairement, il va y en avoir de plus en plus en Afrique. Et ces révolutions qui vont de plus en plus avoir lieu en Afrique, dans le cadre, la perspective de la libération et de l'expression des souverainismes africains, oui. Le trumpisme a besoin d'être cohérent et crédible et est obligé d'accepter, protéger et de soutenir, ou tout au moins de ne rien faire contre ces révolutions africaines. La Chine et la Russie ont besoin que l'Afrique se détache de l'Europe pour affirmer, pour consolider leur propre sécurité et pour libérer leurs forces productives dans la perspective d'un marché de 3 milliards d'Africains en 2050. 2050, c'est dans 26 ans. Parce que quand on en parle, les gens ont l'impression que c'est dans 100 ans. C'est dans 26 ans. Le temps qu'un enfant naisse et puis achève ses études. Ce qui veut dire que tout ce monde, il y a une recomposition, une réorganisation de la géopolitique qui est inévitable. Et vous avez donc des forces réactionnaires, sénateur Lindsey Graham, la France, la Grande-Bretagne, qui pensent que le monde ne devrait pas changer, que le monde devrait continuer à fonctionner tel qu'il fonctionne aujourd'hui, alors que le monde a déjà commencé à fonctionner autrement. Alors que la Russie dit, mais nous perdons tous dans cette affaire. Et c'est ça le message que Trump, un businessman, a très bien compris. Mais on perd. Et si on perd au change, qu'est-ce qu'il faut? Il faut donc que la guerre en Ukraine s'arrête le plus vite possible. Quand il dit que la guerre va s'arrêter il va l'arrêter, il va tout faire pour que le conflit cesse en 24 heures. Mais le message qu'il envoie, ce n'est pas la durée, ce n'est pas 24 heures qui se succèdent. Le message qu'il envoie, c'est qu'il faut que ça s'achève au plus vite, parce que tout le monde perd au change.
Et si tout le monde perd au change, parce que ça a été déclenché, ils ont commencé à faire la guerre dans le 2014. 2014, est-ce que Trump était là en 2014? Non, c'est pas de M. Trump. Trump n'était pas là en 2014. Donc, ils ont commencé, en fait, ça a commencé en 2011, 2012, et puis 2014, ça s'est arrêté. Il faudrait que les gens comprennent que c'est ça qui a fait problème. Juste un dernier mot sur la Corée du Sud, la Corée du Nord et sur la position de la Chine, parce que c'est important de parler de ça avec nos téléspectateurs. Il faut que les gens sachent que la Corée du Nord existe parce que l'Union soviétique l'a voulu. C'est impliqué dans cette guerre. Parce que l'objectif des Américains, c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire en Europe. C'était de rapprocher le plus possible, dans le cadre de la politique de containment, de se trouver aux portes de l'Union soviétique. Et donc, ils ont engagé cette guerre de Corée. Heureusement que les Russes, les Soviétiques à l'époque ont tout fait pour créer une zone tampon, pour s'assurer qu'il y ait une zone tampon qui s'appelle aujourd'hui la Corée du Nord, l'ont soutenue et on se sont assurés que cette zone tampon représente aujourd'hui une force qui peut les aider. Souvenez-vous ce que je dis toujours à la France. Vous auriez pu faire la même chose qu'en 2024, vous auriez des pays africains capables de vous apporter du soutien. Ils n'en ont pas. Aujourd'hui, en 2024, les pays africains ne veulent qu'une chose, partez de chez nous. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, dans un pays comme le Cameroun, France must go. Ça, c'est ce que disait l'UPC dans les années 40-60, 40-50. Et donc, c'est ça qui justifie que la Corée du Nord, exactement comme l'Afrique du Sud avec le peuple palestinien, soit aux côtés de la Russie. Pour ce qui est de la Chine, soutenir un allié, ce n'est pas nécessairement avoir une rhétorique guerrière, bavarder, crier. Mais la Chine assure à la Russie 60 milliards de dollars de revenus par l'achat de son pétrole et de son gaz. La Chine, aujourd'hui d'ailleurs, on sait que la Chine est présente dans la mer du Bosphore. Elle a des navires de guerre qui sont positionnés à des endroits stratégiques dans le cadre de cette guerre. On sait qu'elle s'est présentée à Djibouti, où elle a également une base militaire. Et elle est dans le détroit du Bab el-Mandeb dans le cadre du conflit contre les Houthis. C'est ça, un allié. Et au niveau international, la Chine s'assure de soutenir à chaque fois, de rappeler qu'il faut que la paix règne, et la paix qui règne, la Chine est très bien, est parfaitement consciente, Dr Sangol disait, que c'est la Russie qui va poser ces conditions. Donc la Chine, au fond, soutient la Russie en disant, bon, il y a les conditions russes, vous devez les suivre, parce que la Chine ne va jamais demander, elle sait, puisqu'elle même se bat au niveau du Taïwan, mais également au niveau du contrôle de la mer de Chine méridionale, où les Américains sont présents, alors que leur pays se trouve à des milliers de kilomètres, donc on ne sait pas ce qu'ils viennent faire dans l'arrière-cour des autres. Eh bien, la Chine ne peut pas se permettre de laisser le néocolonialisme américain. Conférence de l'année dernière sur les libertés, en réalité qui était une conférence sur le néocolonialisme en Russie, ne peut pas laisser que le néocolonialisme américain vienne s'installer dans son arrière-cour et servir donc de base arrière à tous les mouvements qui critiquent le régime chinois. Donc, soyez tranquilles, le monde des grandes puissances est cohérent et j'espère tout simplement que l'Afrique doit prendre opportunité de ce qui arrive aujourd'hui pour constituer les grands ensembles dont elle a besoin pour pouvoir se projeter dans le monde et assurer sa sécurité et sa liberté. Merci infiniment à vous, Dr Yamtimba. Une fois de plus, à vous également, Dr Sango. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis encore ce matin. On se donne rendez-vous demain pour le mercredi des téléspectateurs. Le tapis rouge vous sera bien sûr... vous aurez le tapis rouge demain. C'est vous qui serez à l'honneur, bien sûr, dans Yamtimba. Ce sont nos téléspectateurs qui sont à l'honneur tous les mercredis. Ils auront la place. En tout cas, le standard sera ouvert pour vous, chers téléspectateurs, pour appeler, participer en direct, voilà, à toutes nos émissions qui seront bien sûr produites en direct. Merci infiniment. Merci à l'équipe technique. On vous souhaite donc un très bon mardi, très belle journée en compagnie de nos programmes.